Très bien. Eh bien, salut à tous et bienvenue. On entend bien, super. Bah tiens, il y a déjà des habitués déjà pour la deuxième, ça fait très plaisir. Salut Thibaut Lazone, salut Pédiluve, salut Bamzerito aussi évidemment, Kamel l'Ancien, Népal, salut, bien sûr. Salut à tous, bienvenue. Et donc on est avec Baptiste aujourd'hui. Comment ça va, Baptiste ? Eh bien, écoute, salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va très bien. C'est cool d'inaugurer le concept, enfin d'inaugurer, pour ma part en tout cas, le concept. Mais non, mais ça va super. Et toi ? Première semaine, on peut dire inaugurée tout de même. C'est vrai. Pour le coup. Alors qu'on salue aussi Amen J. Fess, c'est ça ? Si je prononce bien le pseudo. Je suis pas très bon, alors que Vincert aussi est par là. Bon, comment vous allez ? Dites-nous, dites-nous tout. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui étaient là à la première et qui sont de retour. Ça veut dire que peut-être ça a plu un peu, au moins à certains. Donc ça fait plaisir. Oui, alors d'ailleurs, débriefing de la première. Salut Twistagram, salut Warins, Yola Team, salut à toi aussi. Dites-nous qu'est-ce qu'on a bien fait ou mal fait, surtout par rapport à la première. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, la musique de fond était un peu pénible quand j'ai réécouté. Donc ça m'a un peu dérangé. Est-ce que vous entendez un truc là déjà, par exemple ? J'ai mis une musique de fond très très faible. Toi, Baptiste, normalement, t'entends rien. Je n'entends rien, mais ouais. J'ai écouté moi perso hier, enfin le replay d'hier, du coup, parce que j'étais pas là en direct. Et j'ai écouté sur YouTube et Spotify. Et sur Spotify, ça allait. Ouais. Et sur YouTube, c'est vrai que c'était assez fort. Voilà, donc voici mon retour technique. J'entends aucune musique. Ok, mais j'ai peur de le monter. Parce que hier, moi, je l'entendais très faible. Et pourtant, quand j'ai téléchargé la vidéo et la piste, c'était un peu pénible. Donc voilà, niveau balance aussi, dites-nous si possible. Ben voilà, ouais, Bamzerito qui dit, je crois que c'était l'inverse. Et lui, dans la journée, il a dit que c'était plutôt Spotify où la musique était trop forte et pas YouTube. Enfin, je sais pas. Bref. Mais niveau balance, est-ce que Baptiste a le même son que moi ou pas ? Dites-moi, c'est aussi assez cool de savoir ça. J'ai écouté en replay sur YouTube, ça ne m'a pas dérangé, certainement une question de goût. Ouais, alors je pense, non mais après je pense que ça va. Mais c'est vrai que je trouvais ça un tantinet pénible. Mais après, c'est un peu le dilemme, c'est qu'en live, on aime bien. Enfin, moi, j'aime bien avoir une petite musique de fond, quoi. Mais c'est vrai que en podcast, c'est pas la même vibe, quoi, je trouve. Donc, je pense que le truc un peu de sécurité, j'ai envie de plus rien mettre, quoi. C'est un peu très très simplement. Ouais. Analyse avec image à l'appui était cool. Ouais, on va essayer de faire ça. C'est un peu l'avantage de. On va dire que ça va être le bonus d'être là en live le soir. Ça va être ça. Après, moi, j'ai envie que ça reste une émission de radio. Donc, c'est pas. On va pas faire de la vidéo en soi comme parfois on le fait. D'ailleurs, on l'a pas fait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une soirée. Juste, on prend un match et on passe 4 heures dessus. Pour le coup. Ça doit être avant les playoffs, même, de l'an dernier, non ? Ça devait être un peu avant, ouais, je crois. Bah oui, parce qu'après, je voulais le faire en playoff, mais. Bah ouais. Mais j'étais en 4G. Donc. Ça marche pas bien. En vrai, on va pas se mentir. Par rapport au niveau de connexion que j'ai eu, franchement, j'étais quand même assez content de ce que j'ai pu produire. Pour le coup, parce que c'était la galère totale, mais la 4G, mais oh là là, c'était. C'est vrai que t'avais été très très actif au final. Mais du coup, t'avais pas besoin d'inviter de personne. Donc j'imagine niveau organisation, c'était plus simple aussi, quoi. Ouais, c'était plus simple en vrai, ça aussi. Hein. C'était plus simple. Bon, eh bien, s'il y a pas mal de monde, on va pouvoir commencer. Salut à toi qui m'écoute en podcast. J'ai oublié de faire un début d'émission pour le podcast hier d'ailleurs. La 4G, c'est si nul que ça chez vous. C'est-à-dire que c'est pas la fibre, quoi. Et surtout pour uploader de la vidéo sur YouTube, c'est quand même un peu pénible. Népal qui nous dit, du coup, est-ce que vous allez parler des matchs dont vous parlez ici dans l'hebdo ou exclu Cotilab ? Non, alors ça, pour le coup, je pense que ça va pas trop faire doublon. Déjà, pour une bonne raison, c'est que l'hebdo, ça peut être FD, ça peut être Baptiste, ça peut être Azad. Et s'ils viennent parler dans l'hebdo du lundi matin, ils auront peut-être pas fait forcément des quotidiennes. Mais tu vois, je crois que FD, il est pas là cette semaine sur la quotidienne, mais il sera là sur l'hebdo. Ouais. Donc lui, il va nous parler de ses matchs, quoi. Et à la limite, dans le pire des cas, moi, j'ai aucun match de plus dont je veux parler.
et, et ça fait 3-4 matchs et ça fait une émission que de 2 heures, quoi. Donc, au final, Au lieu de faire 2h40, quoi, c'est ça. c'est ça, ouais. Ouais. C'est le principe. Ouais, puis non, mais on peut aussi revenir dessus sur des grands matchs, quoi. Tu vois, je sais pas moi, si toi t'as pas fait le Boston OKC, mais on en a déjà parlé, mais si t'as envie de revenir dessus sur un point en particulier, on peut le faire aussi, quoi. Donc ouais. Non, mais franchement, moi, je pense pas que ça va faire un peu doublon. Enfin, je ne pense pas. Après, le truc sur l'hebdo, c'est que c'est très long aussi parce je me rends compte, cette année, on est à une demi-heure de questions auditeurs, quoi. Chaque semaine, je crois que c'est la rubrique qui a le plus gonflé par rapport à l'an dernier. Mais après, ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y a. Il y a de l'audience. Ça veut dire qu'il y a de l'audience, ouais. Oui, alors le programme, effectivement, on nous demande ça un peu. Aujourd'hui, on va parler que des grosses affiches, donc Détroit, Portland, voilà, c'est le programme. Non, mais pour de vrai, j'ai envie d'en parler. Toi, Baptiste, je crois que tu as vu les Wolves, pas que les Wolves, les Clippers, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai vu le Clippers Timberwolves, pardon, de la nuit dernière. Ouais. Et le match des Knicks n'a pas existé, hein, pour ceux qui me demandent. Les Knicks n'ont pas joué hier soir. Voilà. D'ailleurs, dans le chat, dites-nous qu'est-ce que vous avez vu. Je l'ai pas demandé ça hier, c'est vrai. Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous avez regardé? Je sais que moi j'ai tenté aussi ce matin le Phoenix Sixers. Bon, avec les blessures, c'est toujours un peu pénible, quoi, pour le coup. Mais ouais, alors Milwaukee aussi. Alors attends, peut-être que je bascule sur la scène. Donc niveau balance de son, on est bon, hein, on a dit. Il n'y a pas besoin d'équilibrer. Pour le son, vous me dites. Hein, mais sinon, hop, on va basculer sur la scène comme ceci. Est-ce que ça marche? Ouais, donc avant de parler des matchs dont on veut parler, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu le Phoenix Sixers. Ah ben voilà, il y en a qui ont regardé Détroit Portland. Ah, c'est cool, on va pouvoir en parler ensemble. Jedi Padawan, salut la fine équipe, nous dit-il. Incroyable nouveau projet, on aura des punchlines à Inside de NBA. Je ne sais pas. Mais bienvenue, salut Malakos aussi. Donc voilà. Celui-là, on va en parler, le Blazers Pistons. Donc, et franchement, sans être ironique, hein, vraiment, moi j'ai bien aimé. Super match, ouais. J'ai une hot take. T'es pas prêt, t'es pas prêt du tout, Baptiste. Scoot Henderson devait être premier choix de draft, c'est ça? Devant Wemby. Alors j'ai 2 hot takes. Les Bucks, tiens, j'ai pas regardé le box score ce matin. Les Bucks qui ont éclaté les Raptors. Il y en a qui ont vu ça ou pas? Vous avez vu quoi d'ailleurs? J'ai pas regardé les réponses. J'ai pas trop regardé les réponses. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des absents? C'est surtout au niveau Raptors, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui joue? Est-ce que Quickly a joué? Ouais. Quickly, 3 sur 10, 3 assists, 11 points. C'est pas terrible. Ça fait pas rêver. Il y a Cobb Pottle. Scotty Barnes est revenu, c'est vrai. RJ Barrett. Et RJ Barrett, dis donc. RJ Barrett, pas mal. Ouais. Alors, il paraît qu'il y a des bons petits jeunes que j'ai pas encore eu trop le temps de voir à Toronto. Jamal Sheed, qui paraît pas mal. Qui était à Houston, je crois. Mais qui à la fac de Houston, tu veux dire? Ouais, à la fac de Houston, il me semble, ouais. Chez les... Enfin, je sais plus c'est quoi le nom, mais ils avaient une défense assez incroyable. La défense de Houston, les Monster Traps, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est bien, avec la NCAA, t'as toujours des trucs comme ça en NCAA, genre la pack defense de Virginia. Ouais. Je crois que c'est Texas Tech à l'époque. Alors, je crois que le coach a eu des problèmes depuis, mais... à l'époque, Jared Culver, Zaire Smith et tout, qui faisaient des schémas absolument incroyables en défense aussi. Non, c'est pas le live analyse box score, c'est juste l'actu du jour. Ouais, non, Thibaut Lazane nous le dit. Mogbo, il paraît qu'il est pas mal aussi, ouais. En termes de, je pense, joueur un peu hipster pour un peu sous-dimensionné, mais assez intriguant, ouais. Assez intriguant. Bon, les Knicks ont perdu alors. Les Knicks ont perdu. Enfin, et surtout, ils ont perdu contre Orlando, quoi. Et enfin, donc voilà, hécatombe. Mais apparemment, maintenant, c'est Cole Anthony la star. À chaque fois, c'est quelqu'un de différent. Ouais, une blessure, une star qui émerge. Ouais. Donc Cole Anthony, 24 points. Ok. Bon, KCP qui fait son petit match. Bon, voilà, ok. Goga Bitadze. Ouais, non, mais franchement, c'est fascinant, Orlando. D'ailleurs. Je comprends toujours pas la rotation des pivots, Baptiste. Goga Bitadze, Wendell Carter Jr., ça y est, c'est officiel du coup que Goga est titulaire?
Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu officiel quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais, j'ai bien l'impression que Goga est officiellement le starting five du Magic. Je crois qu'il y a eu des matchs où ils ont joué avec les deux. Ils ont essayé les deux dans le 5 majeur, si je dis pas de bêtises. Enfin, de mémoire, là, cette saison, ouais, j'ai l'impression que Goga a beaucoup plus start, ouais. Ouais, effectivement. Et a raison. Jonathan Isaac a mis 4 tirs. Ah bah dis donc. Bon, le Knicks, grosso modo, il n'y avait pas 4, du coup, il n'y a pas de spacing, hein, je suppose, parce que là, quand tu vois, t'as Jericho Sims, t'as Achua, t'as Josh Hart en même temps sur le terrain. Ouais. Bon, après, c'est quand même pas censé perdre, hein. De toute façon, là, les temps de jeu sont toujours, enfin, tu sens que là, ils ont fait le back-to-back, road trip où ils ont fait Chicago, OKC, ça les a bien ruinés. Mais parce que je crois que Josh Hart a joué plus de 40 minutes sur les deux. Enfin bon, bref. Thibodeau basketball, quoi. Thibodeau basketball à fond en ce moment. Tout Instagram qui nous dit difficile de faire des analyses de titulaires avec tous les blessés à Orlando. Bah ouais, c'est. Et Paolo Banchero a fait 5 matchs, quoi. Et ouais. Qu'est-ce qu'on est censé. On est censé dire quoi ou savoir quoi de cette équipe maintenant? je sais pas. Je sais pas quoi en penser parce que. On sait que la défense est top, mais bref. On verra ça. On va peut-être pas parler d'Orlando aujourd'hui. Les Pacers qui gagnent contre les Nets. Bon, c'est pas de la NBA, mais au moins ils recommencent à gagner. Non, pour de vrai, 23 points, 8 passes. Haliburton commence un peu à aller mieux, d'après ce que j'ai pu voir un peu de loin. Si, c'est Jarrett Walker. Alors peut-être pas sur ce match-là, mais j'ai vu des séquences défensives de Jarrett Walker il y a pas longtemps. Tourné sur Twitter qui avait l'air pas mal du tout. Ou alors je me trompe complètement. Non, c'est Jarrett Walker. Non, ça doit être lui, ouais. Ça doit être lui. Qui avait l'air pas mal du tout, mais je sais plus contre qui du tout. Mais voilà. Il y a même Furphy qui a des minutes. Je crois que il a été pris au second tour. Moi, je l'aimais bien à Kansas. Mais bon. Dites-nous hein, dans le chat hein, si vous avez vu des matchs et vous voulez en parler, vous dites des trucs. Hein, les matchs qu'on énumère hein, petit à petit. On est là pour ça. Après, on passera à l'actu et au match qu'on nous on veut détailler. On se fait un petit. Oh là. Merci Wembanyama, on va enlever le son. 8 comptes pour Wembanyama contre les Bulls. Ok. Bon, après, qu'est-ce que tu penses du projet Vucevic aux Warriors? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Bah, franchement, le projet Vucevic-Schroeder, c'est... J'ai rarement eu un projet qui me faisait aussi peu rêver, quoi, franchement. Non, mais après... Je t'interromps à l'image, là. Regarde. On voit Vucevic qui fait des feintes et Wembanyama qui mord sur les feintes, mais qui fait quand même le contre à la fin. C'est quand même génial, quoi. Le mec, il quitte ses appuis, il saute sur la feinte et il a quand même le contre à la fin. Bref. Est-ce que vous m'avez dit? Ouais. Non, ben je disais juste que ça ne me faisait pas rêver ce projet Schroeder-Vucevic, mais en même temps, s'ils veulent pas lâcher John, j'ai du mal à voir qui pourront aller vraiment chercher, quoi. Kuminga blessé d'ailleurs, hein, pour 3 semaines, je crois avoir vu ça passer. Mais Kuminga, il voulait nous faire pareil que l'an passé, quoi. C'est-à-dire, il commence nul et il devient fort à partir de janvier, c'est ça? Peut-être. Et il retourne dans le 5 majeur, mais je sais pas. Mais il y en a qui ont vu les Spurs Bulls ou pas? Dites-nous hein, sinon juste on finit les contres vite fait de Wemby. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est bon après tu sais, je sais pas ce que ça vaut, sans doute pas grand-chose. Les cotes pour où va finir un joueur sur un trade. Et ça me surprend que les Warriors ne soient pas tout en haut, quoi, avec Butler. Ouais, alors on va en parler de Butler, effectivement, parce qu'il y a des trucs qui sont sortis. Twistagram qui nous dit avez-vous vu cette stat sur Bridges? Michael Bridges a joué 1451 minutes cette saison. C'est le premier joueur depuis une décennie à avoir plus de 1450 minutes sur les 37 premiers matchs d'une saison NBA. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le joueur qui avait plus de minutes avant lui, c'était Lou Holding. Ah ben voilà, ouais, c'est ce qu'ils disent. Ah oui, voilà. C'est Lou Holding. C'est Lou Holding sous Thibodeau avant lui. Voilà. Mais tu sais, ça nous avait... Enfin, moi, ça m'avait un peu étonné. Je dirais pas choqué, quand même pas. Ça m'avait un peu étonné quand on avait fait la centaine. Donc, en 2022, là, on a fait notre top 100 des années 2010. Et je disais un peu, je faisais le topo de la décennie de chaque joueur, quoi, tu vois. Alors, Lou Holding, c'était une folie. Genre, le mec, en 4 saisons de la décennie, il avait fait... je dis n'importe quoi, mais je crois que c'était quasiment 8 saisons de James Harden. Enfin, je raconte n'importe quoi, mais c'était un ordre d'idée comme ça. Mais surtout, en fait, quand tu redétaillais, tu sais, alors, il commence la décennie, il est à tel endroit,
t'as des minutages, début des 2010, c'est genre, bah tiens, il joue 41 minutes par match en moyenne. Ensuite, 2012, il joue 38 minutes, 39 minutes par match. C'était une autre époque, hein, pour le coup. Un autre monde, ouais. Un autre monde. Non, mais après, Lou Holding qui est, alors on en a parlé avec Nico dans un podcast il y a pas longtemps, là, quand il était venu nous parler de son livre, qui est de la même génération que LeBron, hein, pour le coup. Et sauf que donc, il a pris sa retraite, grosso modo, il y a 10 ans, Lou Holding. Pour dire à quel point bon, LeBron est un peu une anomalie, mais je veux dire le kilométrage de Lou Holding était pas mal, quoi. Et est-ce que tu penses, du coup, toi qui l'a vécu, qu'il a vraiment été cramé en partie par Thibodeau et par cette histoire de temps de jeu, c'est 41 minutes de moyenne, etc. C'est pas impossible, après il y avait un peu des blessures, hein, quand même, mine de rien, mais ouais, alors on nous parle de Vassell, donc je mets un peu vite fait les images de Vassell, mais Malakos qui nous dit Vassell a vraiment du mal à enchaîner les bons matchs quand même. J'aime pas trop son utilisation, alors qu'il y avait de belles promesses en fin de saison dernière. Ouais, alors j'avoue, j'ai pas trop vu récemment les Spurs. Enfin, si, quoi que j'ai vu Denver, il était pas mal. Mais après, il revient un peu de blessure, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'il joue pas non plus tous les matchs à fond encore, quoi. De loin, en tout cas. Ouais. Bah ouais. Ça avait été intéressant quand même. J'ai pas mal aimé son match contre Denver. Avec la fameuse possession où en gros c'est lui qui met le game winner sur de l'ISO face à Jokic. Oui, parce que Denver switch, parce que c'est Wembanyama, et donc. mais ouais, et je trouve que limite ils l'ont pas fait assez, quoi. Ils l'ont utilisé une possession, ça a marché, tant mieux. Mais ils auraient pu plus le faire, quoi. Vassell n'est pas propre. Effectivement, merci Jedi Padawan. Vassell n'est pas propre. Alors que Dame Zhao aussi est par là, excuse-moi, je t'ai pas salué. Garincha aussi. Salut Garincha qui nous dit CP3 dehors, retourne aux Warriors. Ah ouais, alors tu m'étonnes Garincha parce que j'ai vu passer un tweet de... C'est quoi, c'est Stephen No, je crois, le mec des Bulls, là, qui détaillait qu'en fin de match, il y avait le même système joué 3 fois par Chris Paul avec 3 paniers clutch. J'ai vu passer ça. J'ai l'impression que Vassell devrait être échangé avant de perdre de la valeur. Non, quand même, je suis quand même pas à ce niveau-là. Même pas surtout que le profil est cool, quoi. Le profil est complémentaire de Wemby. Après, si tu me dis, il faut absolument, enfin, on a une offre sur la table, il faut qu'on lâche Vassell pour avoir, je sais pas moi. Alors Curry, il est peut-être un peu vieux, mais je veux dire, un mec de premier ordre. Ouais, je peux envisager de le lâcher, mais quand même. Moi, j'aime bien quand même Vassell. Je sais pas si, enfin, tu vois, en termes de hiérarchie chez les Spurs. Je pense que je l'ai encore un peu devant Cassel, quoi, actuellement, en termes de je veux dire projet long terme, quoi. Je sais que Cassel c'est pas mal, mais alors quand on salue FTPSG, salut la team. Perso, Vassell, Soran, Keldon, tous les membres de ce fameux corps me frustrent. Ouais, alors c'est là-dessus où moi je le mets un peu à part, parce que pour le coup, Soran on en a parlé, je crois que c'était avec Azad, ça devait être dans l'hebdo il y a 2 jours. Mais enfin moi, Soran, j'ai un peu du mal. Avec un côté bon défenseur handball, mais tu fais quoi d'autre? Enfin, c'est pas mal, hein. Enfin, ça peut être sympathique, mais il y a pas de shoot, la création, il y a pas trop pour lui-même ni pour autrui. Et off-ball, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Ouais. Et à la limite, il y a un bon jeu de cut par moment, ou sur la baseline, mais enfin, je trouve c'est pas assez, et même défensivement, c'est pas non plus, voilà, comme tu dis, c'est beaucoup de la défense on-ball. Alors c'est assez spectaculaire parfois, etc. Mais ouais, je trouve que, enfin, moi j'ai toujours été sur ma faim avec Sohan, c'est comme ça qu'il faut le dire. Sohan. Et évidemment, le seul match où il met ses tirs à 3 points, c'est contre les Knicks, où les Knicks l'abandonnent et il y a les renversements. Mais ouais, non, mais ça ne m'a, je comprends. Moi, je trouve que, en fait, pour moi, avec Wemby, t'as quand même un truc assez fou de théorie de 5-out que tu pourrais avoir, quoi, et offensivement. Bah ouais, et puis tu vois, enfin moi ça changerait quelque chose si par exemple Soran il avait la défense off ball de Covington, quoi, Robert Covington ou de Paul George. Tiens, on va être un peu edgy ce soir en disant que Paul George est bon à quelque chose. Mais non, visiblement son match défensif hier était pas très bon. Ah ouais. Moi j'avoue que j'ai abandonné à la mi-temps, mais non, mais c'est l'attaque surtout du Paul George. Mais non, mais en fait ce qui me dérange c'est que, enfin c'est très cool un mec qui peut switcher partout. D'accord, mais
il y a même pas genre une énorme plus-value en off-ball, quoi. Ce qui est un peu le domaine le plus important, la défense off-ball. Genre, ce sera un monstre qui va faire un dépassement de fonction, protection de panier, etc. Je trouve que bon, c'est pas cata, c'est même pas mauvais, c'est même pas mal, mais il y a pas tant que ça de plus-value. Or, si t'es pas bon score, pas bon shooter, pas bon passeur, tu peux pas porter la balle. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu sous-estimé avec Draymond Green. Bon, pas si tu peux porter la balle, ouais. Mais exactement, c'est pas que le côté défense off-ball, ça tout le monde le sait, mais et en fait, ça marche aussi pas mal parce qu'il est capable de faire d'autres choses, de faire des trucs en attaque, quoi. Il y a des fois, il joue le rôle d'initiateur comme un meneur dans certains systèmes, quoi. Le rôle qu'aurait un vrai meneur, quoi. Donc c'est ça pour le coup, c'est bon. Après, on va pas refaire Draymond Green Curry, qui est un peu le mariage parfait dans tous les sens du terme, qui est une loterie. Enfin, ils ont gagné à la loterie, ouais. quoi. Heureusement qu'ils ont pas eu KD avec, quoi. J'ai l'impression qu'il y a trop de joueurs unidimensionnels dans ce roster. Ouais, bah après c'est un peu normal pour l'instant, quoi. On est en début de projet, mais ouais, moi je suis d'accord. Et dans le chat ils en parlaient un peu tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de lire le message, mais ouais, Keldon Johnson, je pense que c'est un peu le mec à échanger, quoi. On est sur un mec à 18-19 millions en plus. Ouais, je pense que lui, j'aurais pas trop de problème à l'échanger. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont un peu prolongé pour juste tu le perds pas pour rien, quoi. Tu le prolonges, il y a un contrat, et ça fait un contrat à échanger. Mais ouais, Keldon plus, ouais. Mais tu vois, du coup, je mets un peu Vassell un peu au-dessus de Keldon Johnson et Soran. Mais ouais, moi, je suis pas très fan de Soran pour le coup. Ouais. Mais pour le coup, il est pas jeune. Mais moi, j'aime beaucoup, par contre, la saison de Harrison Barnes. Enfin, Ah oui, bah, c'est Barnes, quoi. C'est-à-dire que les fans vont pas trop l'aimer, mais le mec, un poste 4 qui défend un peu, qui shoot, quoi. Donc, c'est cool, quoi. Et qui peut un peu, un ailier, mais qui peut un peu faire jouer plus gros, quoi, en termes de rebond. Alors pas protection de panier, mais juste tenir des gros match-up et tout, quoi. Mais ça, c'est peut-être. Je crois qu'on aura Nico dans 2 jours. Je vais essayer de le relancer pour qu'il nous fasse son refrain sur Harrison Barnes, qui était censé être le nouveau Kobe et qu'en fait il jouait mal à UNC. Ça va être marrant. Ouais, Barnes trop irrégulier. Ouais, mais après c'est ce genre de role player, quoi. Faut pas s'attendre à ce genre de. Enfin, je veux dire, si Barnes était régulier, il serait limite All-Star, quoi, je pense. Oui. C'est un peu le principe, quoi. C'est le principe du joueur, ouais. Wemby peut pas jouer pivot trop mince. Keldon contre Vucevic. Merci, Daimzao, effectivement. Quel profil tu penses qu'il manque aux Spurs, Baptiste? Bah, moi, initiateur de le niveau, porteur de balle, quoi. Bah ouais. Clairement. Chris Paul Prime, en gros, quoi. Vous pouvez pas loin de son Prime, dans l'idéal. Chris Paul Prime, ça serait pas mal, hein, pour le coup. Mais ouais. Ah ouais, Sacramento, ça y est, ça va mieux, du coup. Bah oui, leur coach leur a dit de défendre. Ouais. Pour le coup. Ça y est, c'est. Donc j'ai vu qu'ils ont battu Miami. Bon, après, Miami, voilà, la tête de l'effectif de Miami, hein. Haywood et Smith, Jaime Jaquez. 40 minutes de Terry Rozier. Après, il y a double overtime, Baptiste. Donc, bon, après, non. Ouais, non, je retire ce que j'ai dit, non, quand même. Si t'enlèves les 10 minutes d'overtime, ça fait quand même 31 minutes de Terry Rozier, quoi. Dans les trucs qui m'étonnent un peu, alors moi j'adore Pelle Larson, enfin tout est relatif, hein, je veux dire, mais j'aime bien. Mais Jovic a un peu perdu son statut par rapport en début de saison ou la fin de la saison passée. Ouais, tu vois, un peu déçu, ouais, un peu décevant. Kevin Love a disparu, maintenant il fait des mèmes sur Instagram, d'après ce que j'ai compris. Ah d'ailleurs, dans le chat, s'il vous plaît, parce qu'en fait j'ai 67 ans, enfin 66, mais bientôt 67. Baptiste ou toi, explique-moi, c'est quoi le délire avec le frère Ball, là, comment il s'appelle, celui qui est pas en NBA, Liangelo. Explique-moi qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si est-ce que il y a un truc par rapport à sa musique. Je comprends rien. Quel est le délire, dites-moi. Est-ce que les gens se moquent de sa musique parce qu'elle est pas bonne, c'est ça? Ou alors j'ai compris tout à l'envers. Je vais te décevoir, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. C'est quoi? Je ne savais pas qu'il y avait une histoire Liangelo Ball. Ah ben moi je vois que actuellement en NBA, même en NFL, il y a tous les vestiaires du monde qui écoutent ça. Mais je me dis, mais est-ce que ils se foutent de sa gueule? Est-ce que c'est de la bonne musique? Enfin, je comprends pas. Actuellement, il y a un très bon délire là-dessus, mais c'est LaMelo Ball qui a écrit les paroles, je crois. Ouais, mais du coup, c'est quoi? Il a sorti un son, mais c'est un bon son ou c'est un mauvais son? Du coup, et c'est ironique. On a vu LaMelo écouter le son et apparemment, c'est pas si mal. Bon, bref, je crois qu'on se perd déjà. Ouais, tiens, tant qu'on est à Miami, apparemment, ça a un peu évolué. J'ai envie de jouer n'importe où sauf à Miami. On a appris que non, en fait,
Milwaukee, non, j'ai pas envie. Non, Memphis, non, j'ai pas envie. Et en fait, il a dit à plein d'équipes, non, mais n'échangez pas pour moi. Donc, Mais du coup, c'est ouais. Mais 29 équipes sauf Miami. N'importe quelle équipe sauf Miami. Oui, mais pas Memphis. Mais pas Memphis. Voilà. C'est pas Milwaukee. Ouais, c'est. Bon, bref. C'est un peu les news du jour. Je suis pas sûr qu'il y ait des grosses news à part ça aujourd'hui. J'essaie de voir. Si, le retour de Zion, tout de même. On va pouvoir voir ce soir. Quoique ce soir, il y a quand même le Denver-Boston. Je suis pas sûr de regarder les Pelicans, pour le coup. Ouais, oui. Et surtout que les Denver-Boston sont souvent cool, quoi. Oui, en général, ouais. Sont souvent cool. Et il y a quoi? Ah ouais, il y a un Warriors Heat qui il y a 2 ans aurait été immanquable, mais alors, peut-être un ce peu soir, moins cette année, effectivement, quoi. ce soir on a Boston-Denver, je pense que tout le monde va regarder ça. Miami, Golden State, c'est pas mal. Atlanta, Utah, ouais. Wolves, Pelicans, donc ouais, c'est peut-être celui-là avec Zion qui pourrait être intéressant. Dallas complètement blessé. Phoenix en back-to-back, à mon avis, en plus contre les Hornets. Ouais. Et puis Houston, Washington, ouais, non. Quoique c'est le basket Lavico, hein. Et ils sont les deux Jordan en tête d'affiche, hein. Ouais, t'as vu ça? Bref, on y va peut-être pour les matchs. On y va. Tu voulais nous parler donc du retour de Kawhi Leonard. Je te laisse carte blanche. Ouais, bah j'ai vu les 2 matchs de retour de Kawhi Leonard et je sais pas comment tu veux faire, si tu veux d'abord peut-être parler du match dans sa globalité et peut-être après un peu parler plus de Kawhi. Mais c'est vrai que je trouve que le match a été intéressant et que les Wolves ont gagné sur du shot making d'Anthony Edwards, mais entre guillemets, je trouve que tactiquement les Clippers avaient un peu plus gagné la bataille que la partie par rapport à Minnesota. Ce qui est intéressant quand même, là ce que Minnesota a très bien fait, je trouve, c'est l'ajustement en fait sur la première mi-temps, il y a une grosse mi-temps défensive des Clippers et notamment de Zubac, protection de cercle, en aide, etc. Et ce qui se passait en fait, c'est que les Clippers ils défendaient sur du drop et c'était en fait ce qui se fait de plus en plus. Enfin, tout le monde défend le pick and roll à 3 en gros, et l'aide venait un peu du haut en fait. L'aide venait du haut pour derrière l'écran empêcher Anthony Edwards notamment de driver, ouais. Tout simplement, ou de prendre un tir. Et ce qui s'est passé, c'est que Minnesota a pas mal joué, je trouve, pour réussir à avoir des pick and roll et un peu attaquer le drop de Zubac sans aide au préalable. Et avec DiVincenzo et Anthony Edwards, ils ont le shot making est pas mal rentré. Sur le 3e quart-temps, ils ont pris beaucoup de pull-up à 3 points et c'est pas mal rentré. Et ça a forcé un peu Zubac à sortir sur le 3e. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que sur le moment où en fait Zubac sort, il y a quelques minutes où Gobert reste sur le terrain. Et sauf que du coup les Clippers passent en switch all, mais du coup souffrent pas mal au rebond défensif, alors que normalement les Clippers c'est une bonne équipe au rebond. Et du coup en fait ce shot making un peu sur le drop de Zubac, où du coup comme dit ils ont fait pas mal, tu sais, de renversements et après un step up screen, etc. pour ouvrir des poches d'espace. Ça a un peu sorti Zubac du jeu et ça a ouvert un peu le rebond offensif. Et ce que j'ai aussi trouvé intéressant, du coup ce qui est intéressant, c'est pas très intéressant, c'est le spacing des Clippers qui quand même sur leur switch all, du coup il y a Derrick Jones Jr., il y a Terrence Mann et il y a qui d'autre, il y a 2 à 3 non-shooters souvent sur le terrain. Et c'est vrai que du coup ça tenait mieux défensivement, mais en même temps tu souffrais au rebond, donc sur la bataille des possessions tu perdais pas mal. Et offensivement je trouve que tes corners sont vachement pas très bien organisés, on va dire, avec Chris Dunn aussi. Chris Dunn par contre qui est défensivement c'est assez incroyable. C'est Chris Dunn, et c'est Chris Dunn, ouais, c'est ça.
Et du coup, voilà, sur ce petit troisième quart-temps qui a un peu été le comeback des Wolves. Mais c'est vrai que Kawhi, du coup, pour en venir à lui, je trouve ce qui est assez intéressant, c'est juste une notion assez simple, c'est que je trouve que physiquement, il est pas encore au point. Notamment sur la verticalité, je trouve que il a beaucoup de mal sur les drives en fait, il a beaucoup de mal à aller jusqu'au panier, mais sur une simple notion de spacing en fait, il apporte vachement quoi. Et sur le premier quart-temps où il est pas mal en forme, où il est pas mal en forme, pardon, où il joue pas mal de minutes, et ben c'est vrai que là sur les highlights que t'as montré entre guillemets, il y a 2-3 drives de James Harden où tu vois que juste il y a des lignes de drive pour James Harden, et après c'est vrai que James Harden sur de l'ISO il a pas mal ciblé DiVincenzo, et techniquement Harden c'est quand même toujours assez phénoménal quoi. Ouais. On nous demande dans le chat d'un point de vue physique. Alors moi je l'ai pas vu du tout. Il a fait 2 matchs, je crois. C'est ça. Il a fait il a fait les Hawks samedi soir, et donc là il a fait les Wolves. On nous dit d'un point de vue physique, son amincissement peut-il changer son jeu? Est-ce que toi t'as trouvé qu'il y avait un côté physique différent? Pour l'instant, je trouve qu'il est en état de jouer, mais il est pas en état il est pas du tout à 100% physiquement quoi, je trouve, sur les reprises d'appui et surtout sur le punch un peu, et le punch sur son premier pas qui a jamais été élite, mais aussi comme dit sur les drives, il y a 2-3 drives aussi contre Atlanta où je trouve il a vraiment du mal à aller au contact et à décoller verticalement, même si comme dit ça a jamais été sa grande qualité quoi. Alors qu'on voit un tir très Kawhi Leonard à l'écran, c'est-à-dire hop, Edwards qui est en plein sur lui, contestation, Leonard qui prend le tir par-dessus, voilà, Osef, et puis on le met. Kawhi Leonard résumé en une action, c'est-à-dire je te tire par-dessus, shotmaking, merci, bonsoir quoi. Mais après c'est vrai que physiquement, si le mec, alors je connais pas trop, je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait comme blessure, mais Kawhi Leonard était quand même devenu extrêmement bodybuildé quoi, depuis quelques années. Et c'est vrai que s'il a pas pu du tout faire d'activité physique parce que genou, je sais pas quoi, ça paraît assez logique que finalement le mec revienne beaucoup plus fin que ce qu'il avait pu être quoi, au final. Ouais, oui, je pense que là il y avait entre guillemets pas trop le choix aussi, mais c'est vrai que je trouve aussi ce qui a été intéressant sur le match, parce que là je dis ça en revoyant un peu quelques images, mais c'est aussi à quel point Jaden McDaniels, je trouve, c'est pas forcément la match-up idéale face à James Harden quoi. Parce que James Harden, il y a avec Doncic en playoff quoi. En gros, ouais, c'est ça. McDaniels, ça navigue les écrans, mais ça offre pas une résistance parfaite quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a 2-3 drives. Alors Harden, ça va plus du tout autant qu'au cercle avant, mais il y a 2-3 drives de Harden où vraiment tu vois que juste une fois qu'il arrive dans le spot, en fait il peut passer l'épaule et voilà quoi. Et James Harden, c'est aussi pour le coup sur la deuxième mi-temps, et ça fait un peu écho à ce que ce que vous avez dit dans l'hebdo ou dans l'hebdo précédent encore, c'est en fait ils ont beaucoup ciblé James Harden sur du drive, et notamment avec Nasrid aussi, avec Nasrid qui était parfois en match-up direct avec et alors ça a pas très bien marché, pas toujours très bien marché, mais en fait en tout cas en termes de résultats, mais je trouve que c'était des bons tirs trouvés par Nasrid en fait, qui était du coup avait la match-up James Harden et aller jusqu'au panier, réussissait à aller jusqu'au panier quoi, parce que c'est un joueur tellement fluide quoi. C'est fou pour sa taille, c'est fou quoi. Avec la balle en main, c'est assez spectaculaire quoi. Est-ce qu'il a joué Randle sur ce match-là ou pas d'ailleurs? Oui, il a joué. Ok, mince. Quoique, il a joué moins que Nasrid. 23 minutes pour Randle, 2 sur 10. Nasrid, 31 minutes. 8 sur 14. Ça a l'air pas mal du tout ça. Mais pour moi, j'ai déjà dit il y a pas longtemps, mais pour moi, c'est vrai qu'il y a une différence qui est assez notable des deux côtés du terrain, quoi. Mais on nous parle aussi dans le chat, je crois que c'est Jedi et Padawan qui nous dit mais moi j'apporterais du spacing à des Clippers et 3 non-shooters en 2024 avec une tête un peu, effectivement c'est... Après c'est aussi le problème de ces Clippers quoi, parce qu'on a affaire à une équipe
défensif, quoi. C'est-à-dire que, le personnel est ce qu'il est, et voilà, on n'a plus affaire à une équipe qui, à mon avis, effectif parfait, où t'as des mecs compétents de deux côtés du terrain, quoi. Bah, tu vois, ne serait-ce que quand t'as Zubac, t'as déjà un non-shooter, mais bon, à la limite, quand tu l'impliques sur un pick and roll, bon, bah, c'est moins pire pour le spacing, quoi. Il participe pas au spacing. Mais c'est vrai que quand t'as un Chris Dunn ou quand t'as des mecs comme ça, là, on voit bien, là, sur le drive de James Harden, sur ce pick and roll, je fais exprès de le mettre, mais parce que si vous voyez un peu à l'image, on libère tout un quart de terrain. Je le dis pour ceux qui sont en podcast, mais on libère tout un quart de terrain et on le fait attaquer, on le fait rentrer vers l'intérieur. Bon, il y a plein d'espace, hein, sauf que James Harden, c'est plus James Harden d'avant. Et donc, Gobert reste en drop, Harden va pas l'attaquer. Au final, je sais pas, c'est en plein écran. Et au final, on se fait enfermer pour un mi-distance, quoi. Et on va pas du tout au panier. Mais ça, peut-être que le James Harden de Prime sera allé jusqu'au panier. Mais ouais, c'est le truc, c'est que en même temps, si tu fais jouer un shooter à la place de Chris Dunn, à quel point est-ce que tu perds pas aussi de l'autre côté du terrain, voire même plus, quoi. Donc, c'est toujours un peu la réflexion à avoir, c'est de pas avoir une vision un peu unique, et plutôt d'avoir une réflexion contextuelle et complète, quoi, parce que tu peux pas juste mettre le shooter pour l'attaque et ensuite les positions défensives, non mais c'est pas grave, on s'en soucie pas, quoi. D'ailleurs, défensivement, qui c'est qui défendait sur Edwards au final? Bah ça a pas mal switché comme d'habitude, ouais. Aux Clippers, et la question c'est, c'était pas Kawhi, quoi, du coup? Non, c'était pas Kawhi, je trouve qu'il le protège pas mal. Il y a une ou deux possessions où il est dessus, mais bon, voilà, c'est le jeu du switch. Mais au final, ils finissent avec Derrick Jones Jr. sur lui, et surtout, ils finissent. En fait, ce qui est assez fou, c'est que ils finissent par le doubler constamment, quoi. C'est-à-dire sur le pick and roll, sur les 2-3 dernières possessions, il y a un moment Zubac qui monte, et sur les 2 derniers tirs de Edwards, c'est pour ça que je dis que les Wolves, c'est un peu dingue, entre guillemets. C'est que, c'est un peu, entre guillemets, volé, mais c'est parce que les 2 shoots d'Edwards qu'il prend, il y a la prise à 2, et c'est vraiment, il s'en fiche, il prend quand même le tir, alors que le décalage, il est peut-être ailleurs, et le shot making rentre sur du 1 contre 2, mais voilà, quoi. Mais mais j'ai trouvé pourtant Edwards sur le 3e quart-temps plutôt pas mal pour justement un peu naviguer, et Dante DiVincenzo aussi a une super possession où il navigue bien le stunt, en fait. Il navigue super bien le stunt pour ensuite pouvoir attaquer, et je crois qu'il met un petit flotteur sur notre ami Zubac. Donc ouais, ça a été intéressant, et un truc que je m'étais noté, que je suis retombé dessus, c'est il y a une séquence, en fait, sur le switch all où il y a plus James Harden ni Kawhi, et bien tout simplement, en fait, les Clippers, ils mettent des sets pour Amir Coffey. Ils lui mettent 2 zoom action de suite, et là tu te dis, ah oui, quand même. Bon, là il y a quand même peut-être un petit manque de création, quoi. Il serait temps que Kawhi revienne. Alors qu'est-ce que t'appelles, j'essaie de retrouver la position. C'est celle-là. Là, il navigue. Enfin, je trouve qu'il évite très très bien l'aide de Powell. Ah, naviguer le stun, tu veux dire, en tant que porteur de balle, lui-même il évite le stun. Je pensais que tu voulais dire que son défenseur faisait un stunt. Donc je comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc lui, il est porteur de balle, et donc il navigue entre les obstacles qui viennent s'interposer. C'est ça. Et en plus, je crois que l'aide, elle vient de Edwards. Et lui, enfin bon, elle est pas ultra agressive non plus. Mais bon, DiVincenzo, il nous a pas forcément toujours habitué à ça, quoi. Bon, après, regarde comment ça se finit la possession. Ok, il y a un flotteur, hein, mais c'est Zubac qui est bien en place. Bon, il le prend très loin, ouais. Il le prend très loin, il va pas au panier, quoi. Et c'est... j'ai perdu la page des stats. Ouais, voilà, elle est là. En termes de stats, shooting, la fréquence de tir sur ce match-là, effectivement, il y a eu très peu de tirs au panier des 2 côtés, quoi. Donc, mais parce que là, dans le chat, ça parlait aussi du manque de spacing des Clippers, mais je pense qu'on peut dire un peu la même chose, et on a déjà dit la même chose un peu de la part des Wolves aussi, quoi, pour le coup. Oui, complètement. Et je pense que c'est aussi en un sens pour ça que Edwards il prend ses shoots à la fin, parce que de toute façon le spacing est pas forcément excellent, quoi. Le spacing. Et du coup, il a fait des passes, Edwards. Ouais, écoute, je te laisse les regarder, mais il y en a des pas trop mal, quoi. Non, parce qu'il avait dit qu'il aimait pas les prises à 2, que c'était pénible et tout, quoi. Ah, oui, regarde ses 2 derniers shoots et tu verras qu'il aime pas les prises à 2, ouais. Pourquoi il shoot par-dessus la prise à 2, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une prise à 2, je crois qu'il y en a même eu
enfin un moment où c'est vraiment il y a pas de pick and roll, juste il le double. Il prend quand même le tir quoi. Il prend quand même le tir. Mais et il y a aussi bah après le match a aussi été bah il y a deux énormes protecteurs de panier quoi avec Zubac et Gobert quoi en termes de dissuasion. Donc ça plus et en plus bah quand il y avait Derrick Jones Jr., Gobert a un peu plus roamé aussi. Donc ça a pas aidé des deux côtés quoi. Tu nous avais dit que Nasrid était sur James Harden. Tu nous as pas dit que James Harden était parfois sur Nasrid aussi. On le voit là sur cette action. Harden en match-up principal contre Nasrid, il se fait fumer en 2 secondes quoi. Oui, c'est ça. Pardon, mais c'est ça que je voulais dire, oui. C'est que Nasrid jouait face à James Harden. Ah oui, non, parce on a vu des positions tout à l'heure là, où c'était l'inverse aussi. Où Nasrid défendait James Harden sur l'isolation. Donc il y a eu les deux sens. Et ils l'ont pas mal utilisé, justement, le Nasrid qui crée parce qu'il a James Harden face à lui, quoi. Ouais. Après, tu vois, j'ai l'impression que... Bon, Nasrid 30 minutes, c'est cool, moi j'aime bien. Mais j'ai l'impression que DiVincenzo commence un peu à revenir aussi en termes de temps de jeu, quoi. Il y a encore 2-3 semaines, on en parlait en mode c'est un peu anecdotique, quoi. Il a pas une place importante. Là, il a l'air d'avoir pas mal joué, quoi. Ouais. Bah, il est, je trouve quand même un peu fondamental pour le spacing, quoi. Ne serait-ce que sa présence. Mais il est titulaire carrément, non? Oui, ils le mettent à côté d'Edwards. Et Conley. D'ailleurs, je crois que c'est passé pendant le match. Mais Mike Conley a fait son career high en sortant du banc sur, pas ce match, mais celui d'avant où il a mis 17 points. Ouais. Je crois. Mais mais Mike Conley est pas du tout en réussite non plus avec son tir. Et il fait pas une grande saison, mais du coup, ça veut dire que DiVincenzo, a priori, partirait pour être titulaire maintenant à la place de Mike Conley, quoi. En tout cas, sur ce match-là. Mais... Ouais, bah après c'était aussi, on en avait parlé, pardon, je crois qu'on l'avait pas fait ensemble le podcast, mais moi j'en avais parlé, non on n'a pas encore parlé des Blazers, Cracker, JST, on va le faire, non mais c'était aussi un intérêt de DiVincenzo pour moi, c'est que de toute façon, ça va pas être le meneur, mais il peut jouer entre guillemets poste 1, quoi, et que c'est pas grave, parce que la création peut venir d'ailleurs, et elle va venir d'ailleurs, quoi. Donc t'as un peu ce truc de, et de toute façon ça va être Edwards qui va créer, ça peut être Nasrid, ça peut être Randle, et que finalement c'est pas grave si, alors j'exagère un peu, mais moi je me souviens avoir dit ça dans le podcast au moment du trade, c'est pas grave si c'est Mario Chalmers, quoi. Et j'exagère, hein, mais c'est un peu ce truc de, en fait ouais, tu mets un 3&D poste 1 et c'est cool, quoi. Et surtout avec un Mike Conley qui est potentiellement peut devenir moins bon avec l'âge, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe un peu actuellement, quoi, au final. Ouais. Et quand même une petite seconde pour Joe Ingles qui a fait, alors j'ai vu c'était une remise en jeu, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et et il y a aussi eu un, du coup tu vas pouvoir voir ces tirs à la fin. Mais je regardé exprès là, tu m'as intrigué, on va voir. Bon, effectivement, déjà si on fait pause, le spacing en fait. Ouais, t'as Zubac qui vient très très haut, quoi. C'est-à-dire qu'il doit dépasser, c'est qui là? C'est Derrick Jones Jr. qui doit dépasser son propre défenseur. Il y a Zubac qui attend un peu plus loin. Il y a depuis le corner côté fort, donc à 3 mètres de lui, t'as Norman Powell. T'as aussi James Harden qui dézone totalement face à un de ces deux mecs-là. Donc bon, moi je critique Edwards qui prend des pull-ups, hein, mais enfin littéralement il y a un mur là. Il peut rien faire à pas prendre le pull-up, quoi. Pour le coup. C'est ça. Bon, il le met en plus, donc tant mieux. Mais ouais, et en plus ça intervient juste après un super système des Clippers pour Norman Powell, qui joue pas mal, qui joue assez souvent, mais tu vois là ils le font, là ils font carrément venir la double team. Ouais. Bon, il va de l'autre côté, mais du coup pour le coup, c'est du shot making, quoi. C'est du shot making. J'ai l'impression que est-ce que c'est pas Kevin Porter Jr. qui fait n'importe quoi là? Et qui oriente mal. Bah ouais, il faut orienter vers l'aide qui vient, quoi. Vers alors le c'est Harden qui fait n'importe quoi, c'est pas impossible non plus. Mais ouais, le spacing souhaite une bonne année 2015, effectivement, ouais, c'est un peu l'idée. Non, mais c'est vrai que c'est encore une fois, on va pas dire que Kat faisait tout, même si on voit que ça aide beaucoup Onyx quand il est là ou quand il est pas là, mais je sais pas trop comment régler ce problème de spacing, quoi, chez les Wolves, pour le coup.
Parce que tu vois, là ça passe, mais parce que bon, bah ok, t'es contre une équipe des Clippers qui a une bonne défense, mais qui va pas être capable de mettre les points en attaque, quoi. Je caricature un peu, mais c'est l'idée. On n'est pas sur une équipe parce qu'on attend Minnesota sur un peu un chapeau 1, quoi. Alors, ils étaient chapeau 1 l'an passé et les Clippers ne le sont pas. Mais je veux dire, enfin c'est pas très rassurant, quoi, cette saison. Je trouve les Wolves. Non. Bah surtout, je trouve ça fait. Je suis pas allé voir leur win differential avec les expected wins, mais enfin j'ai l'impression, en tout cas, moi j'ai déjà vu 2, 3, 4 matchs où il le gagnait un peu sur un miracle, quoi. J'en avais parlé dans l'hebdo, mais le match contre tu vois, il est négatif. Ah ouais. Okay. Ouais, une victoire de moins que le fond de jeu, mais bah tu vois, on est quand même le net rating, le différentiel attaque défense qui est à plus 1,4, quoi. Bon, oui, on est sur une équipe banale, quoi. On n'est pas sur une équipe l'an dernier qui était à combien? Ils étaient à plus 7, les mecs, quoi. Enfin, c'est un score d'équipe finaliste NBA, quoi. Clairement. Ouais. Mais bon. Ouais, tu vois, là, tu peux te dire, bon, ils sont passés de 16e à 19e, bon, c'est à peu près pareil. Les mecs, non, en fait, hein. Tu regardes le chiffre brut, par contre, pas que le classement, mais le chiffre brut, l'attaque, elle prend un coup, hein. Elle passe de 116 à 112, quoi. C'est quand même pas mal. Bref. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce match, tu me dis, sinon on enchaîne vite fait sur l'autre match, non, tu me dis. Non, bah écoute, non. Super système pour un N1 de Norman Powell qui aurait pu donner la victoire, mais sinon c'est tout. C'est tout. En fin de match? En fin de match, ouais. En fin de match. Et un super drive aussi de Norman Powell. Enfin, super système. Je dis ça parce qu'il le joue souvent, mais tu sais, c'est Norman Powell qui pose un écran. Ça doit être une ou deux possessions avant. Parce que le match est déjà fini. C'est du garbage time, ouais. Donc c'est pas voilà, le match est déjà fini. C'est peut-être ça. Ouais, c'est celui-là. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc en gros, on l'isole, on l'utilise en poseur d'écran ici. Voilà. Et voilà, après, lui, en fait, c'est lui qui remonte. doit couvrir le mec. Donc il défend plus exactement Powell. Powell ressort, isolation, tout le monde à plat. Il va au panier et il score autour de Gobert. Ouais. Effectivement. Dans le chat, vous me dites, est-ce qu'on est bon pour ce match-là? Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Est-ce que vous avez des trucs à dire? Sinon, on peut avancer. Ouais. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ouais. C'est un peu l'idée, mais il y a un peu de ça. J'ai pas l'impression que ce soit que ça, quoi. C'est pas que du 4, quoi. Parce que tu vois, tu nous avais parlé aussi pas mal de Rob Dillingham, qui a pas non plus trop émergé pour l'instant, qui ferait du bien. Avec un peu le déclin de Mike Conley, Dillingham, il fait quoi? Il joue pas trop en plus, non? Non, bah, je crois qu'il a eu des blessures. Mais ouais, c'est FD qui en avait parlé, je crois, aussi dans les Blues. Bah, de toute façon, il a très peu joué. Je crois qu'il a dû jouer, il a eu un stretch de 2-3 matchs où il a eu des minutes, mais c'est vrai que pour le coup, Dillingham, il y a un côté où il te dégrade vraiment ta défense de façon presque automatique, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai changé d'avis sur Nasrid et Randle? Non, pas trop. pas trop. Je suis un peu étonné. Mais je crois qu'on en a parlé il y a une semaine ou deux dans l'hebdo, mais en même temps, vu aussi le manque de création pure du reste de l'effectif, je peux comprendre ce côté, bah, finalement, on va quand même donner des ballons à Randle, quoi, parce que, bah, de facto, c'est quand même un des seuls qui peut créer, quoi. Donc, je peux un peu comprendre, mais je reste un peu quand même sur l'idée qu'à long terme, et même tu vois, si tu me dis, il est plus là au mois de mars, ça me choquerait pas non plus, quoi. Je sais pas toi, mais si Randle finit par être rééchangé soit en février, soit en juillet prochain, ça me choquerait pas, quoi. Je pense que ça reste le plan long terme de faire la place pour Nasrid, quoi. Parce que si le plan c'était juste de faire un swap 4 pour Randle, là je comprends plus rien, quoi. Et j'ose espérer que le front office est quand même beaucoup plus compétent que nous, quoi. Ou alors c'est moi qui raconte n'importe quoi, mais ce serait rassurant. Ce serait rassurant, ouais. Mais concernant les Clippers, en plus du problème de spacing, très peu de rim pressure. Ça gagnait grave à la défense. Ouais, c'est un peu le côté. C'est un peu le côté Kawhi il a jamais été. En plus, il revient de blessure et Harden il commence à l'être de moins en moins, quoi. Donc ouais. Et en plus, quand t'as un mauvais spacing, en fait, il y a un peu ce truc de un joueur génial dans un mauvais spacing.
il y va malgré tout, quoi. Alors, pas tout le temps, et moins que s'il avait un bon spacing. On va en parler, Kate Cunningham, mais, mais pour le coup, ouais, tu vois, tu mets un Luka Doncic dans une mauvaise équipe, bon, bah, il va quand même au panier un peu malgré tout. Mais c'est vrai que quand tu combines un Harden qui est un peu, qui a moins de jus, et qu'en plus, tu lui donnes un mauvais spacing, et qu'en plus, en face, c'est Rudy Gobert, bon, bah, c'est vrai que on peut expliquer, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on a à ce point des problèmes, quoi. Oui, c'est un swap surtout financier, effectivement, ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que je pense qu'ils préfèrent Towns à Nasrid, hein, évidemment. Mais que, y a un peu ce côté, non pas sur le niveau de jeu, mais sur la rentabilité, rapport qualité-prix, quoi. Il y a peut-être ce truc de se dire, ben, on va prendre Nasrid, qui est beaucoup moins cher, et l'argent qui nous reste, grosso modo, on va pouvoir le réutiliser ailleurs. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Ouais. Mais pour le coup, le truc, enfin la difficulté, c'est la difficulté à laquelle j'ai été confronté en tant que fan d'Enix, mais enfin tu te demandes qui va faire une offre pour Julius Randle, quoi. Après, je sais pas si, je crois qu'il est en contrat finissant, donc pourquoi pas intéresser du monde, mais t'as un peu ce truc du coup tu vas sans doute le perdre contre pas grand chose aussi, donc ouais, il peut partir et je serais pas surpris non plus. Mais t'as un peu ce truc de qui qui va faire une offre, quoi. Rudy, toujours en forme cette saison, je trouve. Vous êtes d'accord? Nous demande Matt. Ouais, je suis d'accord. Oui. Je pense aussi. Je sais qu'ils en ont un peu discuté chez Trash Talk dans les contrats. Alors, je sais plus comment ils avaient dit ça. Peut-être les pires contrats, ou je sais plus quel était le terme exactement. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Il y a un côté où... bah, c'est une méga star de la défense qui, si c'est lui qui te fait que ton équipe a ce point bon au général parce que ça passe par la défense, pour moi, ça a pas moins de valeur que quand ça passe par l'attaque, quoi. Mais bon, ceci est peut-être un débat pour une autre fois. Blazers Détroit, on y va, on enchaîne, deuxième match. Alors cette fois, c'est moi qui l'ai vu. Je t'en prie. Je sais pas si toi, t'as vu un peu des morceaux ou pas. J'ai vu les assists de Kate Cunningham. Ah, c'est pas mal déjà. C'est une partie, en tout cas. Mais non, alors, première hot take. Est-ce que t'es prêt? Je ne sais pas. J'en sais rien, j'y vais, tant pis. Je viens de boire de l'eau, je suis prêt là. Je me suis mouillé la nuque. Chauncey Billups. C'est pas si mal que ça, hein. En vrai. C'est pas si mal que ça, je trouve, tactiquement. Ok. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui vont couper le live. C'est très hot pour le coup. Pour le coup, c'est très unpopular, ouais. C'est assez unpopular, mais après, il y a aussi un aspect où je pense que les fans jugent beaucoup parfois des décisions de coach en termes de rotation, quoi. Il fait pas jouer lui, il fait trop jouer lui, et je peux comprendre. Et en plus, moi, c'est un mec que j'aime pas trop. J'avais un a priori négatif parce que Chauncey Billups, c'est vrai que c'est le mec qui avait jamais voulu bosser en tant qu'assistant ou en tant qu'assistant GM, mais qui à l'époque réclamait donc d'être le GM de Cleveland, qui réclamait d'être coach à 2-3 endroits. Enfin moi ce procédé ça me plaît pas trop, quoi. Et je crois qu'il finalement il a fait 1 an d'assistant chez Tyronn Lue. Ouais, au Clippers, ça veut dire, ouais. Exactement, il a fait 1 an et c'est comme ça qu'enfin il a pu avoir un job. Mais ouais, non, mais après moi là où j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait après avoir sur plein d'autres matchs, mais en fait l'attaque est bien organisée et bien structurée, quoi, pour le coup. Alors mince, est-ce que j'ai mon truc là? Est-ce que je peux arriver à donner ça te vaut ou pas? Alors j'ai perdu mon truc Twitch. Enfin, grosso modo, en fait, t'as toujours une attaque qui respire, quoi. Alors je peux donner 2-3 exemples, hein, tu vois, mais tu vois un peu le spacing. On a toujours à peu près sur ce match-là, en tout cas, on a toujours des DeAndre Ayton qui étaient très hauts, en fait. Alors soit sur des jeux de main à main, ou soit sur des high pick and roll ou des trucs comme ça. Et tu vois, tu regardes l'espace, il y a beaucoup d'espace autour, quoi. Et franchement, l'attaque était plutôt pas mal, même très très bonne de ce point de vue-là, quoi. J'ai trouvé sur ce match. Et ça n'a pas été l'histoire d'une ou deux possessions, là, tu vois. Je continue un peu à enchaîner. Bah, c'est pareil, regarde l'espace. On a 3 shooters et puis DeAndre Ayton plus un porteur de balle. Et puis on va créer à partir de ça, quoi. Donc là, pour le coup, c'était un peu la bonne surprise ou une des bonnes surprises, parce que je vais pas mentir, j'ai pas regardé beaucoup tant que ça les Blazers depuis le début de saison. Je sais qu'il y a des 2-3 fois en tout début de saison où défensivement ça avait l'air plutôt pas mal. Tu vois, autre exemple ici, on le voit. Hein. Alors soit on a DeAndre Ayton qui est en delay en 5 out, donc c'est-à-dire pile au centre avec 2 mecs sur l'aile, des deux côtés et 2 dans les corners. Soit sinon là il est pas du tout au centre, il est là, mais tu vois c'est une formation en spread pick and roll. Donc t'as Ayton tout en haut avec un porteur de balle et un bon spacing. Et qu'est-ce que fait Deni Avdia, qui d'ailleurs excellent sur ce match-là?
bah il va au panier juste, il refuse l'écran, hop, il part premier pas, on démarre, on va au panier quoi. Et tu vois, c'est plein de séquences de jeux comme ça, je peux un peu laisser dérouler, j'espère que on va pas se faire strike. Où le spacing est bon, ouais. Bah, le spacing est bon et surtout on n'a pas trop un Ayton qui est utilisé poste bas, on n'a même pas trop de poste bas du tout et en fait on a un jeu qui respire avec des porteurs de balles de très bon niveau je trouve, en tout cas de très bon niveau, non pardon, je me corrige, qui sont mis dans des bonnes conditions, mais justement le problème c'est peut-être pas que l'aspect de coaching, c'est aussi le fait que t'as pas des mecs top. Alors moi Anfernee Simons j'adore, franchement j'adore, j'aime beaucoup, vraiment je trouve que c'est un mec qui peut vraiment s'il se fait échanger, il peut changer pas mal de choses dans une équipe. Vraiment, j'aime beaucoup. Il a fait un top match. Mais ouais, franchement, tu vois, en termes d'organisation, encore une fois, hein, pick and roll tout en haut, d'Andre Ayton. Et donc, ouais, Ayton n'est pas au poste bas, Ayton n'est pas à l'intérieur. Et en fait, t'as une majorité d'actions qui sont comme ça. C'est-à-dire, un spread pick and roll, spacing maximum. Et juste, on déroule des actions très simples. Hein. Je te dis pas, c'est le Mark Daniels de l'époque au KC où il était pas bon, mais tu dis, ah ouais, en fait, ils sont pas bons. C'est pas Will Hardy, mais tactiquement, c'est une révolution. Ouais, Will Hardy, où tu dis, ah ouais, ils sont pas bons, les paniers rentrent pas, mais ah ouais, tactiquement, c'est une créativité assez dingue et tout. Non, là franchement, c'est juste plan de jeu très simple, mais de l'espace qui est bien fait. Et je te dis, tu vois, je déroule un peu les images. Hein. Alors, pardon pour ceux qui sont en podcast, mais encore une fois, il n'y a rien de plus. Hein, je l'ai décrit, mais à chaque fois, c'est high pick and roll. DeAndre Ayton qui est tout en haut pour un jeu de main à main ou pour un écran. Un porteur de balle qui attaque, alors parfois c'est Anfernee Simons, parfois c'est Shedon Sharpe, parfois c'est Deni Avdija, parfois c'est Scoot Anderson, on va en reparler. Mais voilà, en termes, tu vois, d'organisation de l'espace, bah c'est pas mal quoi. C'est juste qu'il y a pas les joueurs. Mais à part ça. C'est déjà un peu mieux que l'an passé et il y a 2 ans aussi quoi. En termes de joueurs, je veux dire, en termes de compétitivité de joueurs. Parce que moi je me souviens que le gros problème que j'avais avec une petite short action. Mais le problème que j'avais avec Portland aussi, c'est que ça a toujours été très simple, mais c'était très simple et en plus les joueurs n'apportaient pas de spacing. Donc c'était un peu la double lame de la mauvaise attaque, parce que ce qui se passe là, si t'as pas forcément, tu peux avoir une bonne organisation, mais un peu comme les Clippers, si tes joueurs sont pas respectés, ça peut aussi ne pas marcher. Là je vois que sur les séquences, il y a à chaque fois souvent Anfernee Simons, Shedon Sharpe, Deni Avdija, c'est quand même des bons shooters, donc ouais, c'est pas mal quoi, c'est pas mal en termes de shooters, même si c'est pas incroyable. Il y a aussi Toumani Camara, Scoot Anderson, etc. Mais c'est intéressant. Mais je trouve le poste du pivot entre guillemets, je l'avais déjà un peu vu aussi sur le début de saison avec Klingan l'une ou l'autre fois où ils avaient essayé de l'utiliser sur des actions en delay ou plus sur des end-off ou des choses comme ça quoi. Et du coup, ça... Mais c'est vrai que je l'avais jamais vu avec Ayton, donc ça me surprend un peu, quoi. Bah ouais, puis tu vois, même Ayton, en fin de match, il fait de très très bonnes lectures en short roll, ou des trucs comme ça. Et non, mais franchement, ouais, j'ai pas été le dernier, pardon, pour taper un peu sur Chauncey Billups. Mais et alors c'est peut-être qu'un match, hein, encore une fois, j'ai pas vu tous les matchs en détail des Blazers de cette semaine, hein, donc peut-être que je suis tombé sur le bon match, mais en tout cas en termes de comment est-ce qu'on organise le terrain et comment est-ce qu'on crée un spacing et à partir de là on laisse jouer, bah franchement c'est pas à niveau Will Hardy ou Mark Daniels, ok, c'est pas genre la révolution qui, vous allez voir, le jour où il y aura des bons joueurs, ça va faire école. Mark Daniels avec ses drives, Will Hardy avec ses systèmes, les écrans, etc. Ou voilà, mais c'est simple, mais c'est bien quoi. Et franchement, si on a eu un aussi bon match, si on a eu des joueurs qui ont aussi bien performé, je pense que c'est aussi un peu pour ça, quoi, pour le coup. Alors qu'on nous dit dans le chat, on nous demande, question sérieuse, à quoi ça sert de faire jouer des équipes comme Portland ou Utah, de bien les faire jouer? C'est pour montrer qu'on est bon pour un poste ailleurs? Bah non, pas forcément. Ça peut être juste. Alors il y a un aspect. Par exemple, comme au KC, c'était, on fait une identité d'équipe tactique dès le début. Et puis même si on n'a pas les joueurs, c'est pas grave. Hein. Ok, quand t'es en 2021, c'est Zvi Mihajlouk qui fait les drives et ça marche pas. Ok. Et Pokuševski. Pokuševski. Non, mais il y a un premier aspect pour moi qui est d'établir une identité d'équipe et dans lequel tes jeunes joueurs grandissent et en fait, voilà, c'est juste, tu fais les fondations, même si les paniers rentrent pas, mais tu fais les fondations et tu deviens très bon ensuite avec des joueurs qui deviennent normalement meilleurs quand ils vieillissent. Donc voilà, t'as ce premier aspect. Après, pour le côté Blazers, à mon avis, c'est pas tant ça, c'est aussi un aspect c'est même pas pour gagner des matchs, parce qu'effectivement, les Blazers s'en fichent de gagner des matchs, mais pour moi, c'est un aspect de mettre en bonne position tes joueurs, en fait. C'est-à-dire que, oui, tu cherches pas à gagner forcément,
mais en fait, t'as quand même aussi envie que les joueurs se développent bien. Or, quand t'as plein de bons joueurs du type des porteurs de balles, comme les Blazers ont par exemple, t'as envie qu'ils progressent. Donc pour progresser, t'as envie qu'ils jouent le mieux possible. Pour qu'ils jouent le mieux possible, il faut que, très simplement, il y ait des bonnes conditions. Donc je pense que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Baptiste, mais pour moi, c'est pas exactement le cas de OKC qui, genre, on a notre philosophie, on va l'instaurer dès le tout début, et puis voilà. Je pense que là, il y a très simplement un aspect, non, on fait du spacing, on met en bonnes conditions pour que les mecs progressent. Et d'ailleurs, parenthèse, c'était aussi ce qui avait un peu mal marché, et même pas marché du tout avec le process à l'époque, et Sam Hinkie avait un peu avoué que c'était son erreur pour le coup dans ce truc-là, c'était on n'a pas apporté de vétérans parce qu'on voulait pas payer des mecs pour rien, sauf qu'au final dans le process, comme il n'y avait pas de vétérans ou de joueurs compétents, au final ça n'a pas aidé, ça a peut-être freiné à ce que certains se développent parce que les conditions étaient pas bonnes. Donc je pense que pour moi il y a aussi cet aspect-là de juste en fait on a des porteurs de balles, on a des jeunes joueurs, on a des Denny Avdia qui a été fantastique, on a Scoot Anderson qu'on a drafté très tôt, etc. Juste on les fait bien jouer dans des bonnes conditions, de bon spacing quoi. Et ok, on cherche pas à gagner, on cherche juste à ce que ça soit bien quoi au final. Ouais. Et du coup, t'as pensé quoi un peu des... Il y a un joueur, moi, je sais jamais quoi en penser. Ça fait 3 ans qu'il est en ligue, mais Shadon Sharp, t'en as pensé quoi? J'ai pas mal aimé. Alors, moi, je suis plus bas que la moyenne, hein. Clairement, moi, je suis pas en mode futur All-Star et tout, mais parce que, en fait, on le connaît pas trop, quoi. J'ai pas l'impression qu'on est tant que ça à se mettre sous la dent, mais j'ai été étonné par son passing, pour le coup. Là, on voit la une. Alors, tu vois, c'est... Ouais, celle-là, je l'ai vue avant. Ah non, c'était pas celle-là. Il y en a une un peu plus. En fait, il y a deux pick and roll. En début de match, t'as 2 pick and roll. Je sais pas si je vais arriver à les retrouver, mais bref. Donc, t'as un pick and roll où il passe par-dessus la défense, juste. Donc, la passe entre les deux défenseurs, mais en hauteur. Il y en a une autre, il enchaîne avec une pocket pass qu'on a vue. Je crois que c'est peut-être celle-là. Je sais plus, bref. Une pocket pass pour DeAndre Ayton. T'as aussi une passe en deuxième mi-temps où il voit un cutter, il passe par-dessus, hop, et avec une aide de Cunningham qui est pas bonne, et il voit l'erreur, il a puni. T'as un driving kick, donc pour le coup, il y a des très très bonnes séquences de passing de Shadon Sharp, j'ai trouvé. Et là encore, on retombe un peu sur cet aspect de spacing. Mais alors, du coup, la rotation intérieure, c'était Ayton, qui a pas été parfait, hein, pour le coup, tu vois, t'as des fois juste il attaque pas le contact quoi, juste il s'arrête un peu pour le mi-distance plutôt que d'attaquer le contact. C'est Ayton, on le connaît, mais bon bref, fermons la parenthèse Ayton, on en reparlera un jour je pense, mais je sais plus de quoi je parlais. Oui, non, le backup c'était Klingan. Qu'est-ce que tu penses de Klingan, toi? Qu'est-ce que je pense de Klingan? Que c'est un très bon protecteur de cercle. Et, enfin, c'est potentiellement un bon protecteur de cercle. Ça, c'est pas mal. Mais non, après, je le trouve pas fondamentalement mauvais, mais je trouve que sur la mobilité, on savait qu'il serait pas ultra mobile, mais je pensais qu'il serait quand même un poil plus mobile, quoi. Tu vois? Ouais. J'ai pas été convaincu du tout, hein. Et ah ouais? J'ai un peu blagué sur le Discord, mais quand je pense qu'il a été drafté avant Zach Edey, avec un peu pour carte maîtresse dans ce débat de dire mais Zach Edey il peut pas être drafté, il est trop grand, trop lourd, il bouge pas bien. Je comprends pas trop quoi pour le coup. Mais non, mais franchement pas top, et même en termes de finition au panier, pas très le toucher, cool, le toucher pour le coup, je trouve par rapport à Zach Edey, il y a pas, ça on le savait, il y a pas photo. Je pense que s'il a été drafté, il y a 2 mondes d'écart quoi. Non mais même moi je suis en train de, je me pose la question de dire mais en fait c'est même en dessous de la moyenne quoi pour un mec de sa taille. Ça finit pas bien autour du panier quoi. Tu vois, il y a 2-3 occasions parfois où il est déjà il a pas trop le pop pour montrer au dunk, au niveau des hook shots du coup quand il peut pas dunker, c'est pas top non plus. Enfin j'ai pas été hyper convaincu, et d'ailleurs dès qu'il est rentré sur le terrain, l'utilisation était pas exactement la même qu'avec Ayton qui était vraiment lui en mode pick and roll à fond, mais notamment en deuxième mi-temps. Alors, je sais plus si je vais arriver à le retrouver avec image, mais là on en voit un par exemple, un bon écran, et ça donne un pull-up pour Anfernee Simons. Mais tu vois, c'était un truc assez rare, et pour le coup, les Blazers sont souvent allés quand Klingan était sur le terrain sur des pick and roll entre petits plutôt. Donc avec Anfernee Simons qui allait plutôt avoir un écran de Shadon Sharp ou de je sais pas qui pour aller cibler un tel ou un tel pour avoir un switch. Tu vois, là on en voit un par exemple, Klingan juste reste en bas, alors que Ayton dès qu'il était sur le terrain, en gros c'est tu viens poser un écran et tu restes tout le temps en haut pour libérer l'espace.
Et Klingan, non, toi tu restes en bas et on fait ces pick and roll entre petits où on va chercher un switch ou alors là, comme il n'y a pas de switch, 2 sur le ballon, Afern Simmons qui libère, système d'extra passe et là c'est Chris Murray qui a fait un bon match d'ailleurs, Chris Murray qui va jusqu'au panier quoi. Donc voilà, bon, c'était une des premières fois où je le voyais un peu en détail, je suis pas hyper convaincu Klingan. Je sais pas si excuse-moi, j'arrive pas, je regarde pas le chat en même temps, mais s'il y en a qui ont un avis sur Klingan, hein, que vous nous le dites aussi. Jedi Padawan qui nous dit il y avait des flashs de passing en fin de première année. Je pense Klingan, que ça c'était sur Sharp ça. Ah pardon, flashs okay. de passing. Alors il nous dit Klingan, il y avait du jeu en DHO et un peu de passing à Yukon. Ok. Ouais. Après il était à Yukon. Oui, c'est ça change un peu. Ok. C'est pour ça que ouais, je pense que c'est un peu le profil de passeur où on sait pas trop parce que il y avait des bons instincts, mais en même temps, Yukon c'est tellement une attaque très particulière que c'est dur à évaluer aussi, je pense pour les scouts. Mais c'est ce que nous dit Garincha, il nous dit je pense qu'il a bénéficié de l'effet Yukon. Alors pour ceux qui le savent pas, Yukon c'est la Rolls-Royce, c'est les Spurs si vous voulez de NCAA, voilà, pour caricaturer. Donc très très bon système et tout, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'évaluer des joueurs là-dedans quoi parfois. Mais ouais, et après Scoot Anderson aussi, tant qu'on a parlé de jeunes de draft, moi ça y est toujours pas hein. Ouais. Et je commence un peu à m'inquiéter. Alors pour le coup alors déjà, en fait, je comprends pas comment est-ce que les scouts ont pu le considérer à ce point comme un prospect concurrent de fort. Wemby. Alors, concurrent de Wemby, bon, ça limite, mais je veux dire, il est top 2, top 3 de draft, quoi. Alors que j'ai pas envie d'exagérer non plus, mais j'ai presque envie de dire, c'est un driver générationnellement mauvais en termes de biomécanique, Scoot Anderson. Donc, je comprends pas comment un mec qui est à ce point pas bon sur drive, d'un point de vue fonctionnel, a pu être considéré comme un top porteur de balle. Quoi. Franchement, alors j'en avais parlé un peu dans les bilans 2024 des Blazers, mais là on le voit par exemple, hein, j'ai une image à l'écran, juste sur le premier pas, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est tout ce qui se passe après. Quoi. C'est au niveau de l'organisation des lay-ups. Là par exemple, il décolle du mauvais pied, très simplement. Donc il fait le mauvais pas parce il fait un double pas comme s'il était à droite du panier sauf qu'il est à gauche. Il démarre, il décolle sur son pied gauche, pas le bon pied, et surtout il y a pas le contact. Pas beaucoup. Il décolle pas beaucoup, exactement. Il y a pas de verticalité en fin de drive sur un appui. Ça pour le coup c'est un truc que je pense on avait vite vu avec lui. Et moi ce qui me faisait peur, alors je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fou, mais l'aspect je trouve que la verticalité en fin de drive, il l'a pas du tout, quoi. C'est étonnant parce qu'il a l'air d'être explosif et il l'est au démarrage. Ouais. Ça décolle pas en fin de drive, en fin de mouvement, quoi. C'est bien d'aller en transition quand t'as tout l'espace en 1 contre 0 de faire un dunk, quoi. Mais t'as des joueurs comme ça. Mais Jaden Ivey est un peu comme ça. Hein. Ivey a un peu le premier pas explosif sur le plan horizontal. Mais en fin de drive, ça décolle pas forcément très bien d'un appui. Après, je trouve que Scoot Anderson est encore pire, quoi. Tu parles de la verticalité, mais il y a un autre aspect qui pour moi est le contact aussi. Il n'arrive pas trop à évoluer à travers le contact, que ce soit quand il y a du contact, il l'attaque pas. Enfin, il attaque pas, ou alors quand il y a du contact, il résiste pas bien. Et au niveau de l'organisation des pieds, au niveau des lay-ups, c'est pas bon. Et bon, c'est un peu mieux que l'an passé en termes de pourcentage, mais on est quand même très très en bas de l'échelle. Et même au-delà des drives, pour scorer, il y a aussi des fois où il s'en mêle les pinceaux, où il fait des mauvaises lectures. Après, voilà, moi je l'ai pas scouté et tout, mais en fait, je suis étonné de voir à quel point il est pas bon driver. Et c'est quand même un peu problématique pour un porteur de balle, quoi. Ouais. Après, il y a toujours des flashs quand même parfois de body control, ou notamment ces Eurostep où il arrive quand même à faire des très grands pas. Mais je trouve qu'il y a un truc aussi qui est intéressant sur le côté footwork. C'est, je trouve quand il y a une aide dans la raquette, c'est-à-dire une aide qui va essayer de lui provoquer le passage en force, il est incapable de la contourner. Je trouve que c'est assez fou à quel point il est incapable de la contourner, et soit du coup il panique un peu, il déclenche un flotteur, soit il va essayer de la contourner et il va se perdre un peu, ou des choses comme ça, quoi. Et il y a toujours ce truc je trouve ça assez symptomatique en fait, sur la fin du drive, sur le début, il y a pas trop de problèmes, mais sur la fin du drive, il y a un manque de plein de choses, quoi, de pas mal de choses, quoi. Garincha nous dit dans le chat, le projet D-League Ignite a vraiment l'air d'avoir été un désastre pour la formation des jeunes joueurs.
Faudrait faire la liste. Et Jedi Ouais. Padawan nous dit les mecs sortis d'Overtime, il y a 0 fondamentaux, exception Dyson Daniels. Alors, Overtime Elite, si vous savez pas, c'est... Attends, Overtime Attends, ou non. Ignite? C'est pas pareil, du Non, coup. c'est Ignite. Overtime, c'est les frères Thompson. C'est ça, Overtime, c'est une ligue NBA 2K. Oh, Et, ouais, et oui. Ignite, c'était l'équipe de D-League. Effectivement, il était dans l'équipe de D-League, de jeunes. Je crois qu'il était Jared Jack, le vétéran, qui était à l'époque. Enfin, bref. Mais, Ouais, mais il y était. Je crois qu'il a commencé en G-League je crois je sais pas s'il avait 16 ans ou 17 ans, mais ouais, très très jeune. Et du coup, il a été professionnel à 17 ans ou un truc comme ça, quoi. mais ouais, en vrai, je commence à m'inquiéter. Enfin, tout est relatif, hein, de quoi on parle. Mais en tout cas, sur l'aspect, ça va devenir un All-Star, All-NBA à peu près logiquement. Ça, je pense Ouais. que j'ai déjà un peu bifurqué là-dedans, quoi. Et comme dit, hein, c'est un peu des caractéristiques biomécaniques, quoi. On parle pas de, il y a un manque de réussite, mais il fait les bons doubles pas, il sait bien naviguer et tout. Je pense qu'il y a des problèmes un peu énormes, quoi. Et après, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il y a des fois, mais tu vois, sur ce match, il y a une ou deux fois où il fait le bon premier pas, il fait la bonne navigation, et effectivement, il y a une bonne passe en driving kick. Et je pense qu'en termes de passing, Ouais. c'est un mec qui effectivement est un peu comment on dit, un QB1, quoi, quarterback numéro 1 dans la rotation. Enfin, un mec qui peut faire de très bonne lecture et tout. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas encourageant. Et tu vois, enfin, aucune hésitation sur ce match-là et actuellement aux Blazers. Fernie Simmons c'est 8 galaxies au-dessus, quoi. Et on l'a vu. Et il y a Fernie Simmons qui en termes d'efficacité générale fait pas non plus ça n'a pas l'air impressionnant. Je crois qu'il a un peu en dessous de la moyenne en termes d'efficacité cette année. Après, c'est juste que c'est un des meilleurs shooters de NBA qui, pour l'instant, il est pas trop efficace à 3 points. Mais tu regardes par contre l'efficacité à 2 points, elle a augmenté par rapport à avant. Enfin, dans le jeu, il est meilleur, quoi. Et ça se voit. Franchement, il y a pas mal de séquences sur ce match-là. Alors en fin de match, il manque un ou deux pull-up qui aurait pu faire gagner, mais c'est un peu le mec principal qui fait tourner l'attaque en fin de match, quoi. Shaedon Sharpe fait 2-3 bonnes actions en termes de scoring et puis sur le passing, mais le porteur de balle principal de cette équipe, on le voit là à l'image, c'est Simmons, quoi, qui fait des pick and roll entre petits, qui fait high pick and roll avec DeAndre Ayton. Hop, il accélère face au edge et puis la passe pour Ayton sous le panier, et ça fait ça fait pas panier parce qu'Ayton ne va pas au contact, évidemment, mais non, on l'a vu tout à l'heure aussi, des pull-ups à 3 points, quand il y a un bon écran de Klingan. Enfin, franchement, à Fernie Simmons, moi, je sais pas comment toi tu le juges. Je sais qu'on en avait parlé avec Josh du Corner Pod sur le top 100 cet été sur le Basket Lab. Il a été assez bas comparé à moi. Moi, je dis pas qu'il est génialissime, mais moi, j'aime beaucoup Simmons. Et j'étais même assez étonné que Portland veuille éventuellement s'en séparer, quoi. Ouais, bah, en plus, il a un contrat assez friendly, je crois. Ouais. Mais non, mais moi, ouais, je trouve qu'il y a un côté, pour moi, il y a un côté, quand même, handle et toucher de balle, et quand même grande taille, qui est assez rare, quoi, finalement, avec Anthony Simmons, quoi. Bah, c'est surtout que ça a toujours été un shooter assez incroyable, sauf que là, il développe le drive, en fait. Et pour moi, ça change tout, parce que c'était, tu vois, tu me poses la question en 2022, et je le disais déjà, moi, il me plaît pas trop, un genre de pull-up, bon, bah, merci. Enfin, c'est cool, mais ça m'intéresse pas trop, quoi. Mais là, on le voit faire des drives, on le voit premier pas, aller au panier, on a vu faire une belle passe sous le panier tout à l'heure. Enfin, pour moi, ça change tout, en fait, s'il est capable de driver au moins un peu, quoi. Et d'ailleurs, on le voit encore une fois, hein. Ouais, bah là, ça, c'est une super possession, ça. Enfin, celui-là, il est génial. Il est magnifique, ouais. On a un drive pick and roll tout le temps, encore une fois, avec Ayton. D'ailleurs, admire, encore une fois, hein. C'est très simple, il n'y a pas de créativité tactique énorme de la part de Billups, mais juste le terrain bien organisé. Et voilà. Et pour moi, cette action, elle change tout. Parce que Simmons de 2022, quand il commence un peu à exploser à côté de Lillard, bah, c'est un mec qui met des pull-ups, c'est un mec qui met 40% et quelques ou plus de ses 3 points. Ok, c'est sympathique, mais il n'y avait pas ça, quoi. Et je trouve qu'on a un peu plus de passing, on a un peu plus de drive. Il est pas si vieux que ça. Donc ouais, franchement, moi j'aime beaucoup. J'aimerais bien le voir ailleurs dans une bonne équipe, quoi. Ouais. Deni Avdia aussi, très cool. Franchement, Deni Avdia, là encore, hein. Alors lui pour le coup, il n'y a pas une surchauffe à 3 points cette année ou quoi que ce soit, et je m'attends pas à ce que ce soit un bon shooter, mais le drive assez sous-estimé à quel point il est rapide et vif sur drive. Là, on voit une séquence pour le coup où Ayton est tout en haut, encore une fois, le terrain est totalement libéré, il refuse l'écran, il va au panier, ligne droite, tout droit. Il y a des séquences de connecting qui sont très bien. Non, franchement, bon match de Avdia aussi. Mais en fait, un peu tout le monde, hein, pour le coup.
Toumani Camara, on va en parler. Toumani Camara, le match-up défensif avec Cade. Mais ouais, non, sur les Blazers, je sais pas si. Alors, pardon, il faut que je retrouve le chat que je vois. Mais non, mais Blazers, je sais pas s'il y a des fans des Blazers dans le chat, mais ouais, moi, j'étais assez agréablement surpris du coup, parce que j'avais des attentes assez basses. Ah ouais, alors je crois qu'on avait une question aussi. Portland compte sur quel joueur de leur effectif niveau moyen et long terme? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que tu gardes long terme pour sûr? Assez bizarrement, j'ai envie de dire, mais je pense que il y a Avdia dedans, parce que je pense que c'est un des joueurs les plus sûrs, entre guillemets, qu'on connaît le plus, et surtout ils ont tradé pour lui, quoi. Il y a pas trop de risques avec lui, comparé à, tu vois, un Scoot Henderson où c'est encore du développement ou des choses comme ça, quoi, ou un Klingan. Après, je pense que en soi, dans la théorie pure, tous les joueurs qu'ils ont draftés, ils y croient à long terme. Mais ouais, j'ai limite l'impression que c'est Avdia et Sharp et Shadon Sharp. Enfin, j'ai l'impression qu'ils lui font beaucoup confiance, ouais. Après, je pense que je dirais Sharp en numéro 1, parce qu'ils ont l'air de vouloir échanger Simmons. Mais moi, je pense que Simmons c'est quand même meilleur que Sharp à l'heure actuelle. Mais c'est normal, il est plus vieux aussi, je veux dire. Mais je pense que Sharp et Scoot, mais tu vois, Scoot, comme dit, un Scoot, je dis pas qu'il va être un bust, qu'il va jamais rien faire. Mais le côté gros scénario, gros joueur, tu vois, on est encore une fois en termes d'efficacité, on est très loin de la moyenne, quoi. Le scoring fait quand même mal, quoi, pour le coup. Ouais, et il a besoin du scoring pour ouvrir des brèches, pour que le passing puisse être là, quoi. Sinon, t'es gentil Ricky Rubio, quoi. Enfin, voilà, t'es un bon passeur, mais. Et ce qui est dommage, parce qu'en plus, je trouve que sur Drive, t'en as parlé, sur le passing, il y a le côté aussi où pour le coup, il a des bras immenses, quoi. Et ça lui aide à trouver des angles que peu de joueurs peuvent trouver, mais faut qu'il arrive à tirer la défense, quoi. Chris Murray fait un bon match pour le coup aussi. Toumani Camara qui a ses limites aussi, hein, pour le coup, mais qui défensivement est très utile. Mais ouais, tu vois, c'est tout le paradoxe, je trouve, du projet Portland. Et je suis content qu'on puisse en parler. On n'aurait peut-être pas pris le temps de le faire dans l'hebdo. Mais paradoxalement, il y a plein de joueurs que j'adore. Mais je trouve qu'il n'y en a aucun en mode, c'est clair, à long terme, c'est lui. Et puis gros potentiel, quoi. Je pense que ça aurait dû être Scoot. Malheureusement, je dis pas que c'est mort, hein, mais ça paraît un peu plus compliqué que ça n'avait l'air à la base. Mais tous les autres joueurs, j'adore. Et tous les autres joueurs, égoïstement, j'ai presque envie qu'ils soient pas à Portland, quoi. Tu vois, tu me dis n'importe quel contender, tu prends Denny Avdia à 16 millions, mais c'est tellement génial, quoi. C'est un connecteur, défenseur, driver qui peut un peu shooter dans n'importe quel effectif compétitif. Mais c'est génial. T'imagines ça aux Warriors. T'imagines pareil, Toumani Camara. Bon, le manque de shoot dans des équipes compétitives, ça peut être pénible, mais il peut aussi aider. Anfernee Simons, je pense, peut avoir un rôle ailleurs. Bon, Jeremy Grant aussi, évidemment. Mais enfin voilà, il y a que des mecs que je trouve intéressants, mais t'as aucun mec en mode c'est lui un peu le centre du projet, quoi. Ou en tout cas, il leur manque ce créateur peut-être ce créateur offensif, quoi. Enfin, on nous dit quid de la défense pour Simmons. Je trouve pas ça cata. Je trouve pas ça Jordan Poolesque, par exemple. Voilà. Des grandes années. Mais soyons honnêtes, quoi. Franchement, ça va pas être la folie, mais je trouve que ça peut pas mal le faire, quoi. Anfernee, il y a des rumeurs comme quoi il en a marre de jouer de bas de tableau. Ouais, je peux comprendre, parce qu'il a 25 ans, alors c'est pas vieux. Mais si t'es là depuis, c'est quoi, c'est draft 2019 en plus, Simmons, il se fait drafter en sortie de lycée. Ouais, il saute une classe. Il a pas fait la fac, ouais. Exactement, il se reclassifie. Enfin, il a depuis longtemps. Il a connu 1 ou 2 bonnes années avec Lillard, mais au début, lui, il jouait pas trop, quoi. Mais ouais. Mais ouais, donc Simmons, pour moi, il y a une question aussi de Jedi Padawan. On peut lier à la défense. Ce serait quoi le rôle d'Anfernee Simons chez un contender? Je pense qu'on est sur un joueur de banc, clairement, sauf le contexte parfait où il peut être titulaire, mais je pense qu'on est plutôt sur un joueur de banc, mais qui peut être extrêmement utile, quoi. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est là à Portland, on a vu qu'il peut être porteur de balle, il est testé. Il peut faire des trucs, mais tu vois, tu me dis, tu le mets à Dallas.
bah le mec il peut jouer totalement aussi à côté de Doncic sans problème avec ce shoot. Ouais, Enfin, ouais. j'insiste, mais alors je vais remettre les stats, hein, mais on a affaire à un des meilleurs shooters de NBA, quoi, qui 38% en carrière, et encore là, on a un peu un côté pull-up sur cette dernière saison où c'est un peu moins bien, mais tu vois, moi je me souviens de la saison 2021 et 2022, 40% à 3 points, quoi. Et je crois que lancer franc, ouais, on est autour des 90, quoi. Donc, pour moi, ouais, c'est aussi l'avantage, c'est que c'est un mec qui peut créer par la main s'il y a besoin en seconde unité, mais il peut aussi se combiner avec des titulaires, et ce côté, bah, tu sais, comme on a vu en playoff dernier, quoi. Tu mets Luka Doncic, s'il veut faire isolation, il faut qu'à droite il ait Kyrie, et à gauche il ait un autre shooter. Ça peut être Simmons, quoi. Tu vois, je dis n'importe quoi, hein. Mais un peu ce côté on et off ball, pour moi, peut être assez valuable, contrairement à, je sais pas moi, un Cam Thomas de Brooklyn, qui peut faire des trucs avec ballon, mais off ball, qui est pas si intéressant que ça, quoi. Ouais, et en plus, il a le truc un peu, en plus de porteur de balle, attaquer les close-out que certains shooters un peu simples n'ont pas du tout, ou même connecting. Tu vois, dans un match, par exemple, un rôle à la Peyton Pritchard, si on parle uniquement de rôle, oui, bah ça peut être super. Bon, hier vous en avez bien parlé, ça n'a pas été son match ce week-end, ce dimanche, mais en termes de rôle, je pense que ça peut être super intéressant, et ça peut même être une carte tactique qui, face à certaines défenses, peut beaucoup aider, quoi. Après, effectivement, il est à 25 millions et 27. Donc c'est pas si petit que ça à insérer chez un contender. Ok, je veux bien le concéder. Mais ouais, non, mais moi je pense que c'est un mec qui peut être compétitif dans des bonnes équipes, à mon avis. Ouais. À la place de Jamal Murray, nous dit Milito. Bah, disons que il y aura un intérêt à faire ça, c'est-à-dire que c'est un joueur moins bon, mais tu gagnes en flexibilité, et peut-être avec l'argent, la différence d'argent, tu peux l'utiliser ailleurs, quoi, pour le coup. Mais ouais. Et t'aimerais le voir où, alors, si tu peux choisir? Aucune idée, mais je te dis, moi, tous les joueurs de Portland, j'ai envie qu'ils aillent ailleurs. Orlando, quoi. Orlando, bah ça peut pas faire du mal, hein, un shooter Orlando. Ouais, Orlando, c'est pas mal, hein. Enfin, je veux dire, si on a Cole Anthony, qui actuellement est un peu le qui a tous les ballons, qui bat les Knicks, bah ouais, franchement, enfin, je sais pas toi ce que t'en penses. Pour moi, Simone, c'est quand même un peu largement au-dessus de Cole Anthony, quoi. Ah oui, largement, ouais. Ah, oui, je suis d'accord. J'avais un peu réfléchi à ma question avant de te la poser. Une équipe comme Houston. Memphis, qu'est-ce qu'on peut dégager en termes de gros salaires? Marcus Smart. Est-ce que ça se fait des Marcus Smart ou pas? Non, peut-être pas. Non, Kennard, mais ouais, mais Kennard, il est que à 9 millions, quoi. Donc, au 8, ouais, bah, effectivement, attends, excuse-moi, à faire un Simmons à la place de Terry Rozier, mais moi, je signe des deux mains et des deux pieds. Enfin, tout de suite, quoi. Enfin, c'est. Ah, c'est parfait. Oui, effectivement. Ce serait tellement parfait. Houston, ouais, ce serait. Houston, t'en parlais, ouais, ça peut être pas mal. Tu le mets aux Pacers avec leur style de jeu, ça peut être cool. Tu le mets à Détroit, wink wink. Ça peut être génial, d'ailleurs, pour le coup. Non, moi j'aime bien. On en a pas parlé. On en a parlé avant, pardon. Mais bon. Après, c'est 25 millions l'année, donc c'est pas peu cher, comme dirait Josh Minot. Mais peu cher. Comme dirait Josh Minot. Mais c'est que 2 ans, quoi. Donc c'est pas non plus un contrat long. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé cette équipe des Blazers pour le coup, et en tant que grand détracteur de Chauncey Billups, il faut quand même être juste. Et puis non, après il y avait l'autre partie qui était hyper intéressante sur ce match-là, bah, c'est la partie attaque de Détroit. On peut finir par ça, je sais pas quelle heure il est, si on a déjà 1h30 ou pas. On peut dépasser un peu, mais non, mais c'était hyper intéressant. En fait, le duel des pick and roll tout le match, ça a commencé. Je vais essayer de le mettre un peu à l'écran. On commence avec des doubles pick and roll, en fait. Donc Kate Cunningham qui va attaquer avec non pas un écran mais 2 écrans. Pourquoi? Parce que le premier écran sert à créer un switch pour se débarrasser de Toumani Camara. C'est un peu l'idée, c'est que le deuxième écran c'est le big, donc c'est le vrai pick and roll. Mais avant on met un premier écran, donc là Tim Hardaway Jr. pour essayer de faire un peu switcher et qu'on ait un autre joueur que Toumani Camara qui se retrouve sur Kate Cunningham. Donc là, première action du match, vous voyez que ça donne en plus, on libère tout un quart de terrain et donc personne peut venir aider sur le pick and pop de Tim Hardaway Jr. Ça marche pas mal. On a enchaîné un peu ce pick and roll à 2 écrans pas mal de fois. Vous voyez, en plus là, il balance la balle, hop, vers Jalen Duren, c'est ça, pardon, je confonds les noms. Et vous voyez que sur le premier écran du double pick and roll, il y a un switch. On se retrouve avec Deni Avdia, qui donc n'est pas Toumani Camara. Et puis on enchaîne ici avec un vrai pick and roll. Il va jusqu'au panier. Donc franchement, un gros match, hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais gros match de la part de Kate Cunningham qui a été un peu partout. Tu m'as dit t'as vu les assists, hein, c'est ça? J'ai vu les assists. Il y en a quand même 2-3 pas mal. Il y en a 2-3 pas mal. Après, bon,
comment sont comptés les assists, c'est aussi un autre débat, quoi. Là, pareil, hein, il a Toumani Camara sur lui au début, donc on fait venir un premier écran avant un pick and roll. Hop, ici même, comme ça, on obtient Shaedon Sharpe, et même, finalement, le deuxième écran, tu t'en vas, t'es même pas posé, et juste Cade qui va attaquer Shaedon Sharpe, et le driving kick pour le 3 points. Le 3 points est manqué, mais voilà, je trouve qu'on a vraiment eu un match. Bon, on va apporter des nuances aussi, quelques-unes, mais c'était un peu en mode héliocentrique, quoi. Le mec, il fait un peu tout sur pick and roll. Et on a vu un peu ce potentiel qu'on connaissait et qu'on espère de la part de Cade Cunningham depuis quelques années maintenant, quoi. Là, on enchaîne avec, pareil, hein, cette fois, c'est pas un pick and roll à 2 écrans, c'est juste une pistol action, hop, sur le côté. Donc, qu'est-ce que ça fait? Encore une fois, les Blazers qui vont switcher. Et donc, on se retrouve non pas avec Camara, mais avec Chris Murray. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Isolation. Il va l'enfoncer en mode un peu plus lent. Voilà, je vais sous le panier. DeAndre Ayton prend un mauvais angle pour l'aide. Et donc, on peut aller au panier. Enfin bref, voilà un peu le truc qu'on continue à dérouler. La pick and roll très simple avec, on va aller chercher, je crois, voilà, le layup. DeAndre Ayton qui fait pas un très bon drop. Donc, le pick and roll a fait du mal. En plus, là, il était en feu. Un petit pull-up à 3 points. Donc, on va essayer un peu de commencer à faire des ajustements côté Blazers. Pendant ce temps, on refait un peu le pick and roll entre petits sur le côté. Et pareil, cette fois, c'est lui qui a la baguette, décalage 2 sur le ballon. Et donc, on libère par-dessus, extra passe. Et tu vois, ce qui est sympa, c'est que, il y a du spacing, quoi. Et ça change tout. Alors, l'équipe du coup, défensivement, est pas si viable que ça, ce genre de line-up, parce que t'as à la fois sur le terrain, Tim Hardaway Jr. et Malik Beasley. Mais ça, c'est ce genre de séquence qu'on voyait pas trop avant, quoi. Pour le coup, tu vois, là, la balle, elle bouge, quoi. Parce que t'as un premier décalage qui est créé par Cade, et ensuite, extra passe, et ça donne un 3 points à la fin, ouais. Donc, tu vois, c'est quand même pas mal du tout. On recontinue avec les pick and roll entre petits. Pourquoi? Pour se débarrasser de Toumani Camara. C'est ce qui est fait. Voilà, on va attaquer Scoot Anderson. L'aide va venir, et donc, magnifique passing pour aller chercher, je crois, voilà, un 3 points dans le corner, encore une fois ouvert. Donc, vraiment, il y a eu tout, quoi. Elle est belle, hein. Celle-là, je l'ai vue, ouais. Celle-là, je l'avais vue. On a vraiment un mec qui arrive à générer des très bons tirs de grande qualité. Bon, le pull-up à 3 points n'était pas encore trop là. C'est peut-être encore un peu un des trucs qui manque. Et en fait, ce qu'ils vont faire, très rapidement, c'est les Blazers, ils vont s'ajuster. Et donc, plutôt que faire un drop, là, on retrouve un peu le pick and roll normal à 2 écrans, mais DeAndre Ayton qui monte sur l'écran, et donc en fait on va faire des trappes, on fait des prises à 2, et sauf que pourquoi ça marche pas? Parce que on n'est pas sur Luka Doncic, mais on est sur un porteur de balle de grande taille, quoi. Donc là justement de dire Chauncey Billups qui dit prise à 2, trappe très très haut, très agressif sur Cade, ça marche pas. Pourquoi? Parce que il peut juste, il a la taille pour passer par dessus, et après le décalage est fait. Et ça donne un 3 points parce que les mecs ont été agressifs sur le ballon, quoi. Donc ça a été un peu l'ajustement qui a été testé. On va le revoir une deuxième fois ici. Pareil, encore une fois, un 2 sur le ballon, agressif, une trappe. Sauf que Cunningham qui panique pas, qui passe par-dessus. Et là, on a un magnifique 4 contre 3, alors qu'il est mal géré, malheureusement. Oui. Mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est qu'on a voulu un peu s'ajuster. Là, finalement, Ayton reste trop bas, donc truc classique, hein, pick and roll, la passe. Donc voilà, c'était pas parfait non plus, hein, côté Blazers, évidemment. Mais là encore, on va chercher des pick and roll entre petits parce que ça fait un match-up à attaquer plus facilement. Donc là, Cade qui va attaquer Anfernee Simons. Bon, la finition est pas trop là. Mais voilà, on a vu on a vu quelques ajustements. Et d'ailleurs, première action de la deuxième mi-temps, c'est pareil. On sait que les Blazers vont sans doute vouloir faire un edge ou une trap, donc monter haut pour le gêner. Qu'est-ce qui se passe? On est prêt, première action, ou une des premières actions de la deuxième mi-temps, la pocket pass pour passer au travers, et puis extra pass de Jalen Duren, extra pass. Et on va générer un bon tir dans le corner de l'autre côté, voilà. Donc, j'insiste, mais il y a un côté, en fait, on voit bien un côté porteur de balle, vraiment, alors qu'il n'y ait pas encore de premier ordre, mais qui, dans la théorie, a un peu toutes les armes, quoi. Le côté passing, le côté drive, le côté pull-up un peu. Et surtout, on voit que, quand t'as du spacing et que dans un corner, t'as Tim Hardaway Jr. et de l'autre côté, t'as Malik Beasley, ça fait du bien, quoi, pour le coup. Ouais, clairement. Et puis, en plus, il y a un peu, tu l'as dit, mais les pistoles action qui jouent, ils les jouent vachement du côté de Détroit, je trouve. Alors, ils aimaient bien les faire avec Jaden Ivey, mais ça marche pas mal. Et je trouve c'est pas mal. C'est des petits concepts assez simples où juste pour le libérer, parce que c'est pas comme tu as dit, c'est pas Luka Doncic. Et alors, c'est pas Luka Doncic dans le côté puissance, et c'est pas non plus. J'ai pas un exemple, mais c'est pas un porteur de balle avec un premier pas qui peut créer à volonté. Donc je trouve ça assez intéressant ce que fait Détroit là-dessus. Et moi j'aime beaucoup le duo avec Duren aussi, parce que Duren c'est un pas mauvais passeur, je trouve.
Oui. Et c'est assez intéressant. Et puis je vois aussi que je crois que c'est AZ qui en avait parlé. Mais Cade, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il a aussi l'arme du post-up, quoi. Il a aussi l'arme du post-up qui est. C'est ce qu'on voit là, hein, justement. C'est ça, ouais, c'est ça. On teste deuxième mi-temps et une première position en post-up. Donc l'aide vient de la part de Ayton, prise à 2, et donc ça libère. Et d'ailleurs, plutôt bon match, hein, Tobias Harris en connecteur, qui a fait 2-3 actions. Là, on en voit une très très bonne pour un dunk de Duren, mais il y en a plus tard une très clutch en fin de match qui va donner un 3 points de Beasley. Donc voilà, le post-up aussi, comme tu dis, qui est une arme. Du coup, autre ajustement de la part des Blazers, qu'est-ce qu'on fait? Les edge, les traps agressifs, les 2 contre 1, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On finit par switcher, et je crois que c'est un peu ce qui a le mieux marché, hein, pour le coup. Sur ce match-là, ils vont enchaîner quelques possessions un peu en switch, avec en plus, vous voyez que là, il y a le switch, donc Ayton sur Cade Cunningham qui tient assez bien, et la prise 2 qui finit par arriver de la part de Toumani Camara, donc le double. Et voilà, ça a été un peu l'ajustement. Je trouve qu'il y a le mieux marché sur ce match-là, parce que le drop initial, ça marchait pas. Le trap, ça marchait pas. Là, vous voyez que qu'est-ce qu'il fait? Il va profiter un peu de la semi-transition. Hop, on attend pas que la défense se mette en place. On attaque le plus vite possible. Il n'y a pas Toumani Camara. Donc, j'attaque le match-up que j'ai, tant mieux. Et puis, comme les switches marchaient pas mal, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que finalement, on va laisser Ayton là où il est. On va laisser Jalen Duren là où il est. Et on fait des pick and roll, des actions entre petits, finalement. Avec 2-3 écrans de à la fois Marcus Sasser et Tobias Harris. Bon, là encore, les switches des Blazers font que ça va pas trop marcher. Qu'est-ce que j'ai dit, pardon? Marcus Sasser. Mais alors, Sasser, pour le coup, je sais pas s'il y a des fans de Détroit dans le chat, là, dites-moi. Sasser, gros match défensif, hein, pour le coup. J'avais pas souvenir qu'il était aussi bon défensivement l'an passé, quoi. Mais bref. On continue, je sais plus qu'est-ce que c'est. Bon, là, juste, pardon de t'avoir coupé pour cette blague. Non, pas du tout, je continue à enchaîner. Là, c'est juste une bonne lecture, il voit le jeu, tu vois, il voit le décalage, parce qu'en fait, il a vu le switch ici, donc il dit, attends, fais tourner, donne-moi la balle, voilà, et moi, je vais servir le mismatch. Il sert le mismatch. Jalen Duren face à Shaden Sharp, ça donne un dunk facile. Enfin, voilà, plein de trucs assez intéressants. Là encore, on voit le switch, hein, de la part de Ayton qui va switcher, hop, toujours ça justement, la deuxième mi-temps on va switcher, et comme ça on va pas offrir de décalage. Et pour le coup, c'est aussi ce qui marche pas mal avec Ayton, quoi. C'est aussi, limite, moi je le préfère là-dessus que sur du drop, quoi, parce que sur là, les quelques clips que t'as mis, c'est vrai que c'est pas très bien géré, quoi. Bon, après là, pour le coup, c'est aussi est-ce que la prochaine dimension, c'est ça, c'est qu'il est en isolation face à Ayton et il met le pull-up à 3 points, quoi. Donc c'est un peu ce qui manque. Après, je crois qu'il y a il reste encore 2-3 possessions où, alors il retente un peu le pull-up à 3 points et ça marche pas. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect où, en fait, c'est pas encore Luka Doncic, hein. Alors pardon, je suis désolé, mais il y a un aspect où en fait il a pas ce même côté implacabilité, notamment sur tout ce qui est, tu sais, la short distance, où parfois il peut, Doncic, il peut, si un mec littéralement sous le panier, il va quand même sur ses spots, il va quand même marquer. Je crois que c'est un peu ici. Justement, voilà, il y a plus de Ayton. On revient avec Lingan. Donc Lingan qui va rester en drop, donc très bas, pour protéger le panier. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, c'est typiquement l'action auquel je pensais. Et Cade Cunningham qui, il fait son flotteur sur son spot, mais il le met pas, quoi. Et il n'arrive pas à aller totalement au panier. On voit qu'il n'arrive pas non plus à bouger complètement Chris Murray qui est un peu sur lui et qui l'oriente main droite. Voilà. Là, peut-être que Luka Doncic, alors j'exagère peut-être un peu, mais il y a un peu ce truc où Doncic actuellement, pourquoi c'est le meilleur driver de NBA, il est à ce point implacable, c'est que là il est capable pas de s'arrêter de prendre le flotteur ici à 3 mètres du panier, mais de faire un coup d'épaule en plus ou deux et de se rapprocher, etc., quoi. Donc voilà, c'est peut-être encore le truc qui manque, je trouve, c'est que on a un joueur qui a un peu toutes les armes pour être le mec de pick and roll, hein, finalement, on l'a vu, le passing, même un peu de pull-up à 3 points. Il a ce style de jeu très lent, très méthodique, de grand porteur de balle qui va pas vite mais qui est assez puissant. Mais je trouve qu'il manque un peu. Peut-être que le prochain step, c'est à quel point est-ce qu'il peut devenir, pas comme Doncic, mais un peu plus de ce côté malgré tout, quoi, finalement, en termes de drive. Pour moi, c'est un peu le dernier. Pour moi, c'est plus le drive, ouais. Parce que le pull-up, je crois que ça, enfin, pour moi, c'est pas là où il y a un gros manque à gagner, quoi. C'est plus sur le côté drive où, comme tu dis, il a pas la puissance. Et puis, même quand il tire et qu'il est dans son spot, le fait qu'il soit plus petit comparé à Doncic, bon, évidemment, c'est peut-être injuste de comparer quelqu'un à Doncic, mais le fait qu'il soit beaucoup plus petit, ça fait que même quand il est dans son spot, son tir va être vachement plus contesté, quoi. Ouais. Que Luka. D'ailleurs, comme les Blazers switch et annulent les décalages, qu'est-ce qu'on fait? Fin de match, il reste 1 minute 44.
On revient sur le pick and roll entre petits, comme ça, hop, on obtient le switch. Très bon écran de Beasley. Et donc, il va attaquer à Fernie Simmons. Bon, malheureusement, il y a trois Blazers autour de lui, donc le spacing n'était pas encore parfait. Mais voilà, grosso modo, pour le match de Cade. Et donc, un peu ce jeu de... non pas du chat et de la souris, mais c'est cette bataille autour du pick and roll qui a été assez intéressante pour le coup, surtout pour un match de ce niveau-là où on s'attend pas à ce genre de bataille un peu stratégique, mais voilà, un peu l'aspect de Détroit qui arrive, qui déroule avec un bon spacing, les pick and roll où d'abord on obtient un switch. Comme ça, il peut attaquer un pick and roll, mais sans Camara, qui est le bon défenseur. La réaction des Blazers qui font des prises à deux, et finalement, ça, il est capable de le battre. La réaction des Blazers qui disent, tiens, finalement, on va tester le switch, et finalement, ça, c'est ce qui marche. Mais l'aspect que Cade a, comme t'as développé aussi, le côté, il peut aller en post-up, il peut faire des pick and roll entre petits, et aller cibler d'autres mecs que le gros qui switch et qui gêne, quoi. Donc voilà, franchement, plutôt bon match, hein. Je me suis régalé, je m'attendais pas à ce que ce soit le cas. Mais entre Billups et la bonne attaque des Blazers et les bons joueurs des Blazers, et puis ce pick and roll autour de Cade Cunningham, j'ai trouvé ça sympathique. Je sais pas si on a oublié de dire des trucs dans le chat, je vais essayer de lire le chat un peu. Monty Williams a du sang sur les mains. Oui. Oui, et en même temps, il avait pas Beasley, il avait pas Tobias Harris, il avait pas. Mais c'était quand même pas terrible ce qu'il faisait. Il est plus jeune que Doncic de 3 ans, c'est pas ridicule. Ouais, mais après Doncic, c'est un peu. Faut pas comparer à Doncic, hein, j'aurais pas dû le faire parce que en vrai, Doncic, voilà, le mec, c'est l'anomalie, quoi. Mais je veux dire, c'est plus pour faire passer l'idée qu'il faudrait tendre un peu plus vers ce côté driver grand et dominant et voilà, il aura jamais le premier pas explosif. Donc pour moi, quand il deviendra All-NBA, Cade Cunningham, ce sera plus dans le style, je vais lent, je vais sur mes spots et j'utilise ma taille et ma puissance, quoi. Et ce qu'il ne l'a pas encore totalement, mais ce que je pense qu'il peut faire, parce que il y a de la taille, il y a du toucher de balle, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Donc effectivement. Cade qui prend une belle dimension, ça fait plaisir à voir. Ouais, je suis totalement d'accord. Surtout, il y avait une stat, alors je sais plus si... alors j'ai peut-être gardé le screen quelque part. Je vais essayer de voir si je l'ai quelque part, mais je crois qu'en première mi-temps, c'est ça. Je crois que c'est ça, peut-être. Voyons voir, ici même. Première mi-temps, il a scoré ou assisté sur 38 des 59 points des 3. Voilà. Et ça, j'ai fait le screen parce que quand tu regardes le match, tu te dis, ah ouais, le début du match est hyper... ouais, c'est intéressant, c'est serré et tout. Et puis Cade va sur le banc et tu dis, attends, mais les Blazers, ils ont 20 points d'avance. En fait, parce que Cade était sur le banc. C'est héliocentrique, quoi. Héliocentrique, à fond. Exactement. Et je suis allé voir, et cette saison, bon, c'est 32 matchs, mais il est à 38% en pull-up, hein, à 3 points, en prenant 4 par match. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal, ouais. Oui, mais je crois que ça fait partie d'une tendance plus générale où il y a plus de stars qui prennent des pull-ups à 3 points que jamais. Parce que tu vois, SGA il le fait aussi, alors que c'était pas naturellement ça. Enfin, il préfère les pull-ups à 2 points qu'à 3 points d'habitude. Cade le fait, on a vu que ça a un peu marché. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Ron Holland? J'aime bien. J'ai bien aimé la défense, ouais, surtout. Moi, je connaissais pas trop Ron Holland. Je sais pas si toi tu le connaissais de pré-draft. Ouais, de G-League, oui. De l'Ignite aussi. D'après ce que j'ai compris, c'était très talent pur. Oui, entre Ignite et Overtime. Mais ouais, non, mais très, très sympa, notamment défensivement pour l'instant. J'aime bien. J'aime pas mal du tout. Mais même Marcus Sasser, hein, comme dit, hein, c'est... j'ai beaucoup aimé Marcus Sasser, ouais. Alors que moi, j'avais un peu cette image l'an passé de... c'est un mec de pull-up, un petit mec de pull-up sympathique, quoi, Marcus Sasser. Et là, je l'ai vu bien défendre. Je fais, ah ouais, ok, cool. Mais bon, voilà. C'est pas mal hein, ce qu'on a fait, mine de rien, pour ce petit match. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire? Non, ouais, est-ce que Monty Williams... est-ce qu'on ouvre le dossier Monty Williams ou pas? Oh, bref. Non, c'est bon. Non, je veux dire de sa carrière. De sa carrière. Et de Chris Paul, tu veux parler? C'est-à-dire de faire tout le temps sous-performer les Pelicans. Qu'il s'en va, ça devient très bien. Que finalement, il va à Phoenix, ça marche du feu de Dieu. Et j'avais un peu changé mon avis en mode ah ouais, non, mais finalement, ouais, ok. Je me suis trompé, l'attaque est géniale et tout. Et qu'en fait, c'était peut-être Chris Paul, en fait. C'était peut-être Chris Paul, hein, ouais. Ouais, les dernières années du général de terrain absolument extraordinaire Chris Paul, qui était le maître à jouer de cette attaque à options, qui jouait le même système avec 2 options à chaque fois différentes, etc. Mais ouais. Monty Williams, j'ai jamais été vraiment trop fan. J'ai commencé à changer d'avis à Phoenix, mais a posteriori, je me dis, c'était peut-être Chris Paul. Parce que il y a peut-être une corrélation, quoi. Il y avait peut-être une corrélation. Surtout que tu regardes Chris Paul en carrière, en fait,
partout où il passe. Je crois que c'est Nico qui nous avait dit ça sur le top 100 des années 2010. C'était un peu la phrase clé que j'avais retenue pour mettre en titre de l'épisode, mais genre Chris Paul, partout où il passe, on se rend compte que en fait c'est la meilleure période de cette équipe, c'est quand Chris Paul est là, quoi. Ouais, c'est quand il arrive, ouais. Mais je crois ça. que ça a tourné aussi il y a pas longtemps, hein, une capture d'écran de la différence du pourcentage de victoires entre la saison avant que Chris Paul arrive dans l'équipe et quand Chris Paul arrive dans l'équipe, et c'est assez frappant, quoi. Est-ce qu'on a des trucs à dire ou pas? Dites-nous, est-ce que vous des trucs dont vous voulez qu'on parle? Sinon, on va peut-être pas tarder à conclure. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter sur cette actu du jour, Baptiste, ou est-ce qu'on a à peu près tout abordé? Non, bah à la limite en off, ce qu'on disait, mais Jaren Jackson Jr. au NBA, non? Le drive. Ah oui. Le drive de Jaren Jackson, effectivement, ça a commencé à être très cool, ouais. Ça commence à être très très cool. Mais peut-être on en reparlera. J'allais dire quand il y aura un vrai match. Non, parce que pour le coup, il n'y avait pas Doncic, il n'y avait pas Kyrie, mais il y avait quand même la vraie raquette, quoi. Donc, ouais, en défense. Il a fait des drives face à Lively, il a fait des drives face à Maxi Kleber, etc. Donc c'était pas, c'est pas rien non plus, quoi. Et c'était pas la première fois en plus. Oui, mais tu vois, autant il y a 2 ans, il fait sa saison Deepoy, là. Saison Deepoy, et puis pour moi la valeur c'était la défense plus un aspect de spacing en fait, et en fait cette année la valeur offensive n'est pas tant que ça, je trouve, sur le 3 points, quoi. Il peut driver même plutôt très bien, donc voilà. Bah, clairement. Quel match regarder ce soir? Oui, on peut se quitter aussi là-dessus. Boston Denver, hein, je pense ce soir c'est facile. Ouais, pas d'hésitation, on ne trempe pas. Que regarder en particulier si on regarde le Heat Warriors? L'état psychologique du Heat, peut-être. Je ne sais pas. La couverture sur Stephen Curry, classique, mais en ce moment, j'ai l'impression que chaque match des Warriors, c'est de plus en plus agressif sur lui. Et on se rend de plus en plus compte qu'il n'y a pas grand-chose à côté. Mais bon. Ouais. Après, il va y avoir Vucevic, donc tout va changer. On se finit par le petit jeu. Tu sais qu'il y a un jeu ou pas, toi? Non, je suis pas arrivé jusqu'au jeu, non. Est-ce qu'il y a encore des gens dans le chat? On va jouer. Ça s'appelle il n'y a pas de nom. Je vais te dire les coéquipiers d'un joueur. Je vais pas prendre le top 30, je vais te prendre le top 50. Et tu dois trouver le plus vite possible à qui ça correspond. Donc je prends la liste des coéquipiers en carrière du mec. Ah, en carrière? Ouais. Et je pars du 50e, le 50e joueur avec qui il a joué le plus de matchs. Et je remonte de 50 à 1 plutôt que de 1 à 50 parce que sinon c'est trop facile, évidemment. Et on va voir si je crois qu'il y en a qui étaient pas mal hier. Attends, on est parti. Je me cache le chat. Alors notre joueur qu'on cherche, le 50e coéquipier le plus fréquent en carrière, c'est Ersan Ilyasova, 52 matchs. Voilà. 52. Bon, je vais enchaîner un peu les noms. Ouais, vas-y. Non, mais t'es pas obligé de dire un nom à chaque au niveau des 50. Ce serait long. Donc Ersan Ilyasova, Torrey Craig, DJ Augustin, José Calderon. J'avais envie de dire Yanis, mais je sais pas. Henry Ellenson, Markieff Morris, Goran Dragic. Je vais quand même mettre le chat à côté au cas où il y a des gens qui trouvent. Brandon Knight, Steve Blake, Seth Curry. Ah, il a joué avec Seth Curry. Il a joué 62 matchs avec Seth Curry. Eric Moreland. Est-ce que tu sais où était Eric Moreland? Ça pourrait peut-être t'aider. Eric Moreland, il était pas à Cleveland? Jody Mix, 39e. Est-ce que c'est pas LeBron? Parce que là, ça pourrait coller, là. Non, c'est pas LeBron. C'est pas LeBron. Tyrese Maxey, 38e coéquipier le plus fréquent, 64 matchs. Okay. Combien? Joel Anthony, il a joué 67 fois avec Joel Anthony. Zaza Pachulia, dis-moi. Butler? Non, non. Mais non, il a Tayshaun Prince. Charlie Villanueva. Javon Carter. Attends, Javon Carter. 74 matchs avec Javon Carter.
Il a joué 75 matchs avec Darun Hillard. Alors qu'on félicite le chat qui a trouvé. Caron Butler aussi. Parce que pour moi, il a fait Sixers, déjà. Il a fait Sixers. Oui, il a dû faire. Et Détroit, j'ai l'impression. Ton Maker. Dalen Terry. Zach Lavine. Attends, Bulls, du coup, qui est-ce qui a fait ça récemment? Will Bynum. Ah, Will Drummond. Bynum. Exactement, Will Bynum, tout à fait, de Détroit. Et donc, c'est Drummond. Ouais, effectivement, Thibaut, oui, c'était 30 hier. Mais j'ai pris 50 parce que apparemment 30 c'était trop facile. Azad a trouvé très très vite. Là, si j'avais commencé le Bulls, à 30... moi, le Bulls m'a aidé, ouais. Le Bulls et Sixers récemment aussi, ouais. Maxé. Effectivement, Maxé, ça voulait dire directement Sixers. Donc ouais. Et donc notre ami Drummond, il a quand même pas mal voyagé, hein, au final. Donc il a des coéquipiers très différents. Mais il a joué où avec Seth Curry, du coup? À Brooklyn? Non, Sixers. Ah, Sixers. Et pas à Brooklyn? Peut-être Brooklyn aussi. Non, je crois qu'ils sont dans des échanges. Ils sont pas l'un dans l'échange de Harden d'un côté et l'autre de l'autre. Mais je crois que tu sais qu'à l'époque où il était backup de Embiid, je crois que ça doit correspondre à peu près une saison où il y a Seth Curry. Et pour vous dire donc qui sont les coéquipiers les plus fréquents de notre ami Drummond, donc on a je prends le top 15, Alex Caruso. 148 matchs, donc ça devait être aux Lakers, ça. Lakers et Bulls, il a suivi aux Bulls aussi, du coup. Bruce Brown, Aaron Baines, Luke Kennard, Marcus Morris, Reggie Bullock, Langston Galloway, Kyle Singler, Tobias Harris, Anthony Tolliver, Greg Monroe, là je t'aurais commencé un peu Greg Monroe à choper, je pense. Ish Smith est par là. Stanley Johnson est dans le top 3 de Drummond, 64 matchs, pardon. Reggie Jackson, le deuxième coéquipier, et le premier c'est... c'est une bonne question. Je sais pas du tout. J'aurais eu tendance à dire Tobias Harris, mais tu l'as déjà dit. Reggie Jackson, tu l'as déjà dit. J'ai dit à peu près tous ceux de Détroit, sauf un. Non, Griffin est 22e, 127 matchs. Je réponds au chat. Tous ceux du grand Détroit. Le grand Détroit. Donc, Reed Jackson est 2, Stanley Johnson est 3, Ish Smith est 4, Greg Monroe 5, Tolliver qui était à ceux de 3 et 6. Exactement. Exactement. Ouais. KCP, 341 matchs à jouer avec KCP. Et donc voilà. Et tiens, d'ailleurs, 8e, Kyle Singler. J'espère qu'il va mieux, Kyle Singler. On a vu qu'il y avait des trucs qu'on tournait un peu là, il n'y a pas longtemps. Langston Galloway. Bref, ça sent bon le Détroit un peu nul des années 2010. Voilà. Bon, c'est pas mal ce jeu. Hein. Moi, en tout cas, ça me fait pas trop de préparation comme jeu. C'est plutôt sympa. J'espère que ça vous plaît dans le chat. Sinon, dites-moi. C'est pas facile 50 parce qu'au début, mais c'est marrant, ouais, c'est marrant. C'est marrant. Mais ils sont forts, hein. Franchement, là, ouais, dans le chat, c'était pas mal. Hein. C'est Jedi Padawan qui a compris directement Détroit, j'ai l'impression. Et il y a aussi R3SH3N7H. J'espère que je le dis bien ton pseudo. Qui a aussi trouvé Drummond. Bravo. Stylé le jeu, nous dit Ringo, Thibaut aussi. Le j'ai joué avec. Effectivement, c'est très bon nom. Très bon nom. Qui est ton coéquipier? Non, ça marche pas. Non, j'ai joué avec, ouais. C'est pas mal. On va prendre ça comme nom. Et donc, on va s'arrêter là. On a une bonne émission. Je pense pas qu'on ferait aussi long, mais bon, on a fait pas mal. On vous remercie, en tout cas, pour cette deuxième quotidienne. Merci beaucoup, Baptiste, d'être passé sur le Basket Lab et sur la quotidienne, du coup. Merci à toi et bon courage pour cette fin de semaine d'inauguration. On a une super semaine, là. On a une super semaine à venir avec Boston, Denver, Cleveland, OKC. C'est la régalade, là. Hein. On a Nico qui va venir nous parler pendant 3 heures alors que l'émission doit faire 1 heure. On a Antoine qui va venir en fin de semaine. J'espère que ça va vous plaire. Merci à tous ceux qui sont encore dans le chat. Et puis on se dit à très bientôt alors. Ciao.